Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Tjibaou. Nous profitons du passage de Benoît Trépied sur les territoires et dans la région, pour cette conférence ce soir. Alors Benoît est connu sur le territoire, mais je vais quand même rappeler quelques éléments. Alors il est anthropologue, à la frontière entre l'anthropologie et l'histoire, et il est souvent intéressé par l'histoire à hauteur d'homme. On y reviendra tout à l'heure. Il est l'auteur de nombreux articles et surtout d'un travail qui a fait date ici sur le territoire autour de la ville de Koné, une mairie dans la France coloniale, édité il y a quelques années, et qui est disponible devant la salle Sissia avec d'autres articles, soit seul, soit en collaboration, notamment avec Adrian Meukel, pour ne pas le nommer. Et cette documentation est bien évidemment disponible à la médiathèque du Centre culturel Tjibaou pour ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin. Alors, je le disais, Benoît a passé quelques années sur le territoire. Il est désormais installé à Paris, où il enseigne à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, l'école relativement prestigieuse s'il en est. Et il travaille actuellement sur un tout autre sujet, qui est Cannibal Jack, un des premiers Anglais à avoir sillonné la Nouvelle-Calédonie, et qui d'ailleurs, si je me souviens bien, est mort à Marais. Donc il fait des recherches de terrain ici en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji notamment. Cannibal Jack n'est pas le sujet qui l'amène ce soir. Il a décidé d'utiliser des gros mots, en l'occurrence un en particulier, qui est le terme décolonisé, qui, si on en croit les réactions sur les réseaux sociaux, mais pas que, donne lieu à commentaires. Alors sans doute parce que c'est un mot valise, chacun y voit un petit peu ce qu'il y veut, et surtout l'histoire de Nouvelle-Calédonie a montré qu'il a pu recouvrir différents sens au cours de cette histoire depuis les années 50. Donc c'est ce dont il va nous parler ce soir, et vous aurez bien entendu tout loisir de lui poser les questions qui conviennent au terme de cette conférence qui, je le rappelle, est enregistrée et sera disponible très vite sur le site de la DCK. Alors j'entends dire que des gens ont du mal à trouver nos conférences. Donc en fait, il vous suffit d'aller sur adck.nc et en page d'accueil, vous avez une rubrique qui s'appelle Catalogue de la médiathèque et publications multimédia. Quand vous cliquez dessus, vous avez une seule fenêtre, donc ça vous permet de retrouver les conférences relativement facilement. Et puis, parallèlement à cet enregistrement, il y a également Calédonia qui filme et qui retransmettra, alors pas forcément tout de suite, et surtout à une date que nous ne connaissons pas encore, à la fois sur leur antenne et leur chaîne YouTube, la conférence en question. Et à ce sujet, nous avons appris que le 21 juillet, vous pourrez revoir la conférence d'Olivier Fandos, qui avait traité de la FNSC il y a quelque temps déjà, c'était le 17 mai. Donc voilà, la multiplicité des conférences fait que Calédonia ne les diffuse pas forcément dans la foulée, mais vous aurez loisir, pour ceux qui n'auraient pas vu cette très belle conférence aussi, de la visionner à ce moment-là. Voilà, je ne vais pas être plus long, je souhaite tous mes encouragements à Benoît et surtout je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les débats. Merci à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous, bonsoir. Merci beaucoup d'être venus pour ce moment de discussion. Je voudrais remercier évidemment Manuel et toute l'équipe du Centre Tjibaou de me donner l'opportunité de présenter une partie de ce travail que j'ai réalisé il y a quelque temps autour de la situation politique en Calédonie au lendemain de la guerre, dans les années 50 jusqu'aux années 60, et autour des usages du terme de décolonisation. Alors évidemment, c'est évidemment pas du tout anodin d'évoquer la question de la décolonisation aujourd'hui à Nouméa en juillet 2018, alors que dans quelques mois, les citoyens calédoniens seront appelés à voter sur le référendum de clôture de l'accord de Nouméa. Et ce qui, évidemment, vous le savez, le mot même de décolonisation est dans l'accord de Nouméa. Donc la Calédonie est officiellement en voie de décolonisation. Et tout le monde, ou à peu près, me semble-t-il, aujourd'hui, se réclame de la décolonisation au sein du monde politique calédonien.
Mais ce qui est assez évident et ce qui ouvre la réflexion, évidemment, c'est que tout le monde n'y met pas la même chose. Derrière ce mot de décolonisation, certains entendent l'indépendance, d'autres entendent une situation d'autonomie, d'autres entendent des droits autochtones et l'expression de la souveraineté interne pour le peuple kanak, etc. Donc il y a toutes sortes, en réalité, d'alternatives politiques qui se jouent derrière ce terme-là. Alors, ce que je veux faire, ce que je veux vous proposer ce soir, c'est pas de parler de cette situation contemporaine. Avant tout parce que j'ai pas travaillé dessus, ou en tout cas vraiment pas de façon suffisamment approfondie pour que je me sente autorisé, du moins à faire un exposé autour de ces enjeux contemporains. En revanche, ce que j'ai plus travaillé à partir de matériaux d'archives et d'enquêtes de terrain et sur lequel je me fonde pour poser cette question, qu'est-ce que décoloniser veut dire, c'est un passé donc, qui est celui de la période qui s'ouvre entre du moins la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en gros jusqu'au tournant des années 70 avec l'émergence de ce qu'on a appelé le réveil kanak, puis l'émergence du mouvement indépendantiste. Et donc moi ce que je voudrais, c'est parler de ce passé qui est peut-être un petit peu méconnu aujourd'hui, peut-être pour les plus jeunes générations. Donc c'est peut-être un passé un petit peu oublié. Et il me semble très intéressant de revisiter ce moment des années 50-60 parce que ça donne justement un éclairage un petit peu décalé sur le débat contemporain. Donc ce que j'ai fait et ce que je vais essayer de faire là, c'est de regarder un petit peu de près, à partir des documents de l'époque, la façon dont le personnel politique de cette époque-là utilise le mot décolonisation ou ses équivalents, parce que, on le verra, mais le mot décolonisation est un mot relativement tardif qui n'apparaît qu'au tournant des années 60. Donc avant ça, on ne parle pas de décolonisation, on parle d'autre chose, on parle de sortir du colonialisme, on parle d'anticolonialisme, d'anti-impérialisme, mais donc il y a un certain nombre de termes dont j'ai retracé le destin et les usages. C'est un petit peu ça l'enjeu. Donc que ce soit bien clair, le titre de la conférence est « Qu'est-ce que décoloniser veut dire ?» Je ne vais pas donner de réponse. D'abord parce que je ne sais pas vraiment. Plus j'y réfléchis et moins je sais ce que ça veut dire, décoloniser. Et mon rôle, c'est pas de dire la décolonisation, c'est ça, la décolonisation, c'est pas ça, etc. Ça, c'est un débat politique et citoyen qui est tout à fait légitime, mais qui n'est pas celui du chercheur. Où moi, je ne suis pas là pour donner des réponses, je suis plutôt là pour poser d'autres questions et ouvrir un espace de réflexion. Alors cette réflexion, elle vient aussi du fait que, je vais voir si ça fonctionne, que j'ai mis côte à côte plusieurs citations issues de plusieurs époques et en mettant ce petit titre, est-ce que l'histoire se répète ? Donc je vous donne 4 citations qui incitent à la réflexion. La première, c'est un passage de la Constitution de 1946 qui dit, je cite, « La France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. » Donc c'est l'expression, j'y reviendrai, d'un nouveau contrat politique qui est proposé dans les ex-colonies qui deviennent des territoires et des départements d'outre-mer, fondé sur l'égalité. En 1957, 11 ans après, Roch Pidjo, qui est donc un grand leader kanak de l'Union calédonienne, va dire, lors de la séance inaugurale de la nouvelle Assemblée territoriale, « La page de la colonisation et du colonialisme est tournée, celle de la collaboration et de l'Union est encore toute blanche, à nous de la remplir. » Donc là, on dirait que la colonisation, c'est derrière nous en 1957. En 1984, Jean-Marie Tjibaou, il faut se rappeler pour comprendre notre malaise et notre aspiration que nous ne sommes pas encore décolonisés. Ce monde moderne que nous n'avons pas encore exorcisé continue à porter la marque d'une colonisation qui nous diminue, qui nous châtre. Et puis, la dernière citation, c'est celle de 1998 de l'accord de Nouméa. Le passé a été le temps de la colonisation, le présent est le temps du partage par le rééquilibrage. L'avenir doit être le temps de l'identité dans un destin commun. Donc quand on lit côte à côte ces 4 citations, on est assez troublé pour savoir quand c'était le fameux passé qui était le temps de la colonisation. Parce qu'on dirait que c'est en 1946 c'est terminé,
Puis après, non, finalement, c'est en 57 que la page de la colonisation est tournée. Puis après, en 84, Chibaou nous rappelle que non, elle n'est pas tournée. Et en 98, on nous dit le passé a été temps de la colonisation, comme si ça avait été le cas jusqu'à 98. Donc derrière la mise bout à bout de ces 4 citations, ça incite à se demander quand ce temps de la colonisation, pour reprendre les termes de l'accord, s'est achevé. Est-ce que c'était en 46, en 57, en 84, en 88 ? Est-ce que c'est terminé aujourd'hui ou pas ? Est-ce que ce sera terminé après le 4 novembre 98 ou après, s'il y a d'autres référendums, après 2022 ? Voilà. C'est une question politique qui tourne dans le fond en Calédonie, qui revient sans cesse et qui incite à se dire que peut-être les mots ont des sens qui varient en fonction des contextes. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet calédonien, parce qu'en gros je vais essentiellement vous évoquer ce qui a été discuté dans les années 50 et 60 en Calédonie autour de ces questions, je voudrais juste avoir un petit moment de réflexion un peu plus large, historique et théorique à l'échelle de l'Empire français et du monde sur les termes et sur ce qui est en général perçu spontanément depuis les années 60 à travers le monde comme une équation assez posée, décolonisation égale indépendance égale État-nation. Et en particulier, dans l'ensemble impérial français, quand on pense à la décolonisation a l'air d'être quelque chose de plutôt simple à envisager, en gros, puisqu'on définit généralement la colonisation comme l'aliénation de la souveraineté d'un peuple par un autre qui conquiert son territoire et qui soumet ses habitants. Et du coup, la décolonisation, c'est l'inverse, c'est-à-dire le recouvrement de cette souveraineté par le départ du colonisateur et l'accession du pays colonisé au statut d'État-nation indépendant et souverain au regard du droit international. Et si on a généralement construit cette définition standard de la décolonisation, c'est parce qu'on avait en tête l'exemple classique des ex-colonies d'Afrique et d'Asie, où la décolonisation, ça a été la vague des indépendances et la création de ces États-nations reconnus à l'ONU. Et en gros, parce que c'est plus compliqué quand on rentre dans les détails, mais le mouvement indépendantiste en Calédonie s'est construit comme un mouvement de décolonisation passant par l'indépendance et la création d'un État-nation kanaki qui serait reconnu à l'ONU en droit international. Mais ce qui me semble intéressant, et la situation de la Calédonie permet de réfléchir à ces points-là, il me semble qu'il y a deux remarques qu'on peut faire qui complexifient cette équation apparemment simple. La première, est-ce qu'on peut décoloniser autrement que par la création d'un État-nation ? Et de fait, ce qu'on tend à oublier à l'échelle des travaux sur l'Empire français, pas bien au-delà du récif, mais globalement dans les travaux sur les empires et les décolonisations, pendant longtemps, on a oublié qu'il y avait eu des alternatives politiques au système colonial, des propositions de sortie du colonialisme, des propositions anticoloniales, qui ont été historiquement envisagées en dehors de l'idéologie de l'État-nation. C'est-à-dire que les colonisés disaient, pour se décoloniser, on va faire des révolutions. Mais ces révolutions, le point ultime, ce n'est pas la création d'un État, c'est d'autres choses. Alors, je vais pas du tout rentrer dans les détails parce qu'on n'a pas le temps, mais d'abord, un grand mouvement anticolonialiste a été le mouvement communiste, où l'enjeu, c'était la révolution sociale internationale, internationaliste, et donc ce n'était pas du tout dans les frontières d'un État, ou en tout cas, on accédait à l'indépendance nationale, mais elle n'avait de sens qu'ensuite dans un projet de révolution sociale. De même, il y a eu des mouvements panafricains, des mouvements pan-arabes, des mouvements pan-islamiques, où toutes ces populations qui étaient colonisées ont secoué le joug du colonialisme avec un projet d'unification globale. Voilà. Et puis l'autre point qui est assez intéressant, et c'est là où la situation de la Calédonie des années 50 est parlante et fait écho à d'autres débats, c'est que même au sein de l'Empire français, lorsqu'en 1946 la citoyenneté a été étendue à l'échelle de l'Empire, il y a eu un ensemble de réflexions, notamment par les leaders africains et ouest-africains, comme Senghor, Mamadou Dia, etc., qui ont proposé de sortir du contentieux colonial en utilisant la citoyenneté à l'échelle impériale. Donc,
dans les Antilles notamment, Césaire et les autres députés des Antilles en 1946, Césaire qui avait quand même beaucoup écrit sur le colonialisme, a proposé la départementalisation comme une voie de sortie du colonialisme, en disant, nous, pour qu'on atteigne le sortir du contentieux colonial aux Antilles, c'est devenir pleinement citoyen français et non plus des citoyens de seconde zone. Donc c'était par l'intégration dans la République. Pour Senghor, qui était du Sénégal, son grand projet, c'était de faire une grande confédération africaine qui ait des liens spécifiques, en quelque part, ce qui n'est pas sans rappeler les discussions autour de l'indépendance association avec la France. Parce que la pensée de Senghor, c'était de dire, nos petites colonies, là, elles sont trop peu peuplées et trop pauvres pour être viables si elles sont indépendantes les unes des autres. C'est-à-dire le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Et donc, il faut qu'on forme une fédération, nous tous ensemble, pour être forts, en gros les États-Unis d'Afrique, et ce faisant, négocier avec la France des partenariats qui nous avantagent. Il a perdu, du moins cette proposition politique a été pensée au milieu des années 50, elle a disparu ensuite, notamment parce que Houphouët-Boigny, qui était le président de la Côte d'Ivoire, qui était dans l'Afrique de l'Ouest, la colonie la plus riche, lui, il était sur un modèle strictement national. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a eu toutes les indépendances des années 60, toutes ces réflexions ont disparu, ont été oubliées. Et en fait, c'est récemment là que des historiens, notamment de l'Afrique coloniale, ont fait ressortir ces débats-là, notamment un historien américain qui s'appelle Frederick Cooper, qui a beaucoup travaillé sur ces questions-là. Donc, c'est assez intéressant à penser, là encore. Je vous livre ça, vous en faites ce que vous voulez dans le cadre de... On voit comment ça s'applique ou pas à la Calédonie, hein, mais c'est une façon d'ouvrir le débat. Et puis il y a un deuxième point qui pose sacrément question dans le cas de la Calédonie et qui ne renvoie pas là à d'autres cas de l'Empire français, mais plus à des cas voisins comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande ou aux Amériques, c'est peut-on décoloniser une colonie de peuplement? Et comment décoloniser si oui, comment? Donc, parce qu'en gros, il y a deux schémas. Il y a les colonies, enfin c'est dans la division, l'archétype classique, on dit, il y a les colonies d'exploitation où la puissance coloniale a pris ces territoires pour exploiter les ressources, pour faire travailler les gens, mais où on n'a pas, en gros, envoyé des populations blanches pour faire souche et pour créer des nouvelles sociétés néo-européennes. Et puis les colonies de peuplement où c'est l'inverse. Et dans ces cas-là, comment peut-on décoloniser une colonie de peuplement? C'est la question qui se pose ici, mais qui se pose aussi en Australie, qui se pose en Nouvelle-Zélande pour les Maoris, etc. Et de ce point de vue-là, c'est assez intéressant parce qu'il me semble qu'il y a deux possibilités. Si on applique l'idéologie de l'État-nation, c'est-à-dire on essaye de faire superposer un peuple, un territoire et une institution, du coup se pose la question comment est-ce que c'est possible d'avoir un seul peuple dans ces colonies de peuplement? Et comment on fait dans ces cas-là? Alors, soit il y a toute une partie de la... S'il y a deux groupes, eh ben, il y a un groupe qui part carrément. Alors, c'est le cas, disons, en Tasmanie, qui a été le cas le plus violent, ça a été l'extermination des aborigènes de Tasmanie. Mais vous avez d'un autre côté l'Algérie, disons, elle s'est décolonisée avec le fait que tous les pieds noirs sont partis. Et du coup, là, on a un État-nation, forcément, puisque une des deux composantes est partie. Ou alors ça peut être par une citoyenneté qu'on va appeler aveugle à la couleur. Les Américains disent colorblind, c'est-à-dire tout le monde devient citoyen et on ne fait plus de distinguo entre qui est autochtone, qui est allochtone ou d'origine européenne, etc. Et on a un seul peuple. Ça a été longtemps le modèle, notamment en Amérique latine, où en Amérique latine, on n'a plus parlé des populations indiennes pendant très longtemps. On a dit tout ça, là, il n'y a que des citoyens boliviens, il n'y a que des citoyens argentins, que des citoyens colombiens. Il n'y a pas d'un côté, disons, les colons qu'on appelle les créoles là-bas, les criolos, et d'un autre côté les Indiens. Tout ça, c'est des citoyens. Ou alors, sinon, l'autre possibilité, c'est qu'on renonce à ce modèle de l'État-nation d'un seul peuple, et donc on reconnaît à l'intérieur d'un État plusieurs peuples, plusieurs groupes. Et dans ces cas-là, tout l'enjeu, c'est comment on reconnaît plusieurs groupes dans un même État, comment ils coexistent ensemble, etc. Donc là, il y a plusieurs exemples. En Nouvelle-Zélande, c'est le biculturalisme d'État. En Afrique du Sud, c'est la nation arc-en-ciel. En Bolivie, c'est l'État multinational. Aux États-Unis, l'autodétermination des Indiens, etc. Donc c'était juste un petit éventail comme ça de réflexion. Maintenant, je vais revenir plus spécifiquement et de façon plus historique sur le cas particulier de la Calédonie au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, pour voir un petit peu comment la décolonisation
où les enjeux de colonial, sortie du colonial, ont été pensés et dits à cette époque-là par les leaders politiques. Sur tout ce topo-là, que je vais vous faire un petit peu sur l'histoire sociale et politique de la Calédonie des années 50 à 70, j'ai fait un PowerPoint, mais juste en mettant des titres et des photos, parce qu'en fait, sinon, j'aime pas trop les PowerPoint, parce que les gens passent leur temps à lire et attendent juste la suite de la diapo, donc vous n'aurez rien à lire, vous aurez juste des très belles photos qui viennent du fond Le Normand de la bibliothèque Bernheim, donc je tiens à le dire parce que je ne l'ai pas indiqué, et qui sont assez originales. Vous voyez là, par exemple, ça n'a pas vraiment de lien avec le titre, mais comme je l'ai trouvé joli, je l'ai quand même mise. Et je voudrais dire aussi que ce travail que je vais vous présenter, donc, ça repose essentiellement sur l'analyse et la lecture des documents d'archives politiques de l'époque. Mais dans ce cadre-là, je ne suis pas du tout le premier à avoir fait ce travail-là. Et il y a en particulier la thèse d'Ismet Kurtovic sur la vie politique en Calédonie entre 1940 et 1953, qui est une somme tout à fait conséquente et incontournable, avec énormément de citations et de matériaux d'archives qu'il a exhumés. Donc je me suis mis tout à fait dans le même sillage. Et il y a d'autres travaux qui ont aussi été menés sur cette époque-là. Il y a le travail d'Olivier Houdan sur Maurice Lenormand, il y a le travail d'Éric Soriano sur les élus territoriaux kanaks. Donc ce que je vais dire là n'est pas très original, parce qu'en fait c'est déjà beaucoup dans ces travaux-là. Mais il me semblait important là de reproposer ça à une audience un peu plus publique, au-delà du cercle des spécialistes qui connaissent déjà pas mal ça. Alors, le tournant de 1946, c'est la transformation à l'échelle impériale de l'Empire français et des colonies françaises en un autre système politique. C'est-à-dire qu'en 1946, donc ça fait suite à plusieurs événements liés en gros à la Deuxième Guerre mondiale, la lutte contre le nazisme et du coup l'illégitimité des logiques de distinction raciale, l'engagement de nombreuses colonies du côté de la France libre, la faiblesse des moyens d'action de l'État et puis la vigueur des mouvements indigènes en Asie et en Afrique du Nord, tout ça a fait qu'il y a eu en gros une nouvelle donne politique qui a été d'abord discutée lors de la fameuse conférence de Brazzaville en février 1944, puis discutée dans le cadre de l'Assemblée nationale constituante en 1945, et finalement, en octobre 1946, il y a la constitution de la 4e République qui va transformer l'Empire en Union française. Donc on parle plus de colonies, on parle désormais uniquement de départements et territoires d'outre-mer. Et on ne parle plus de l'Empire, on parle d'une Union française qui est, comme je l'ai indiqué dans la citation précédemment, qui est fondée, je cite, sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion. Donc on rompt politiquement et juridiquement avec les logiques antérieures de distinction statutaire, de coercition, d'exploitation, et on proclame à l'échelle impériale les principes d'égalité, de citoyenneté, de développement et de modernisation. Donc d'un coup, le législateur dit désormais, alors c'est un peu compliqué de savoir de quoi les gens sont citoyens, mais en tout cas il y a la proclamation de la logique de la citoyenneté pour tout le monde. Alors qu'auparavant, vous le savez, dans l'Empire français, il y avait une ligne de fracture profonde entre ceux qui étaient citoyens et ceux qui étaient indigènes non citoyens. Sujets indigènes non citoyens, c'était une catégorie juridique dans laquelle tombaient tous les colonisés, ou la plupart des colonisés. En 1946, on fait table rase de tout ça, donc normalement il y a un principe d'égalité pour tout le monde, et qui va de pair avec un principe de développement et de modernisation. Donc suite à la vague des indépendances, on a eu tendance à perdre de vue la portée potentiellement extrêmement novatrice de ce nouveau projet. Et c'est intéressant parce que c'est un projet qui ne renonce pas à l'Empire, mais qui dit, jusqu'à présent, l'Empire s'était fondé sur un rapport de domination très net entre colons et colonisés. Désormais, l'Empire va être un empire fraternel et citoyen, où tout le monde sera à égalité. Alors ça, c'est le principe. Évidemment, la réalité est tout à fait différente. Notamment parce que ce beau principe d'union française qui est discuté à Paris va de pair avec le refus de l'indépendance des colonies qui le souhaiteraient. Or,
Depuis l'entre-deux-guerres, depuis les années 20 et 30, il y a déjà des mouvements anticolonialistes très importants, non pas en Calédonie, mais en Indochine et en Afrique du Nord. Et il y a déjà des revendications d'indépendance tout à fait construites. Ce qui explique ce côté un petit peu schizophrénique du colonialisme français d'après-guerre, où d'un côté, on a ce beau projet d'Union française, et d'un autre côté, en 1945, lorsque Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam, la France va tout de suite faire la guerre d'Indochine, va réprimer très durement les mouvements indépendantistes à Madagascar, et après, c'est la guerre d'Algérie. Mais donc, comme en fait, rétrospectivement, on a été énormément marqué, et à juste titre, par la violence de cette répression colonialiste en Indochine puis en Algérie, on a eu tendance, du coup, à perdre de vue le potentiel politique qu'avait cette Union française, qui était fondamentalement ambigu, de fait, parce que c'était « venez avec nous, on va être tous citoyens, on va tous être égaux », mais par contre, il n'est pas question que vous quittiez le navire. Voilà. Alors, donc il y avait ce refus de l'indépendance qui ne collait pas avec un certain nombre de revendications. Il y avait aussi, à l'intérieur même des responsables politiques français, des craintes, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer si on applique vraiment ce projet-là? Si on donne le droit de vote à égalité, un homme égale une voix, à tous nos anciens colonisés, eh ben, il y avait un responsable politique de l'époque qui disait « mais la France risque de devenir la colonie de ces colonies ». Parce que les hexagonaux vont se retrouver en minorité électorale et démographique. Donc on a dit, le projet était assez novateur, mais tellement novateur qu'il a fait peur à un certain nombre de députés français en disant attention parce qu'on risque de mettre en péril l'hexagone. La France risque de devenir la colonie de ces colonies. Donc il y avait un risque politique, et puis il y avait un risque socio-économique. C'est-à-dire qu'à l'époque, la citoyenneté française, en 1900, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la citoyenneté française va de pair avec la création des droits sociaux, et notamment la sécurité sociale, l'assurance maladie, puis l'assurance retraite, puis etc., les congés payés. Et donc tous ces droits sociaux sont attachés à la qualité de citoyen. Mais si on décide de donner la citoyenneté à tous les anciens colonisés, ça veut dire qu'eux aussi, il va falloir leur payer des congés payés à tout le monde, des assurances maladie, du chômage, etc., et ça, les députés français qui étaient hostiles au projet d'Union française ont dit « mais les gars, vous vous rendez compte que ça va coûter une fortune et qu'on n'aura pas les moyens de faire ça ». Donc c'est un beau projet, certes, mais si on l'applique vraiment, on risque d'être marginalisé politiquement, nous les hexagonaux, hein, en gros, et en plus ça va coûter très cher. Donc c'est tout le débat et toute l'ambiguïté de ce projet de l'Union française de la 4e République. Alors en Calédonie, le poids démographique de la Calédonie globalement n'a jamais menacé l'Hexagone. C'est-à-dire on peut donner le droit de vote à tous les habitants de la Calédonie, ce n'est pas eux qui vont mettre en minorité les hexagonaux en France. Et ce n'est pas non plus le coût, ce n'est pas un territoire avec cette faible population qui va coûter très cher. En revanche, le problème se posait, parce que la Calédonie est une colonie de peuplement, le problème se posait non pas dans le rapport entre la Calédonie et la métropole, mais entre les Européens et les Mélanésiens en Calédonie. C'est-à-dire si demain on donne effectivement, désormais tous les Kanaks sont citoyens, s'ils ont tous le droit de vote, si tout le monde vote en même temps, alors qu'à l'époque les Kanaks représentent 50% de la population, ils risquent tout simplement de prendre le pouvoir dans les instances politiques et ça risque de poser un problème. Conclusion, ce qui s'est passé en pratique, c'est que lorsque ces grandes mesures de l'Union française ont été adoptées à Paris, le gouverneur localement a freiné leur application en Calédonie. Qu'il s'agisse de donc il y a eu un décalage temporel de quelques mois pour la suppression du régime de l'indigénat, qui est un régime particulièrement répressif qui pesait sur les seuls indigènes, sur la suppression de toutes les formes de travail forcé qui étaient essentielles à l'économie calédonienne coloniale. Donc il y avait les réquisitions, les prestations, le système de l'engagement, l'impôt de capitation, tout ça, il y avait tout un appareil juridique qui contraignait les Kanaks et évidemment aussi les engagés sous contrat javanais, indochinois, etc., mais aussi les indigènes qui les contraignaient à travailler pour 3 fois rien, en gros, pour avoir des pièces pour payer un impôt spécifique. Donc il y avait tout un système de travail forcé dont les vieux parlent encore aujourd'hui quand on les interroge à ce sujet-là. Mais le problème, c'est que si on le supprime du jour au lendemain, comment les gens
les colons vont faire pour la récolte du café, etc. Et donc, pendant un certain temps, le gouverneur a essayé de temporiser. Et dans ses courriers qu'il envoyait à Paris, il disait tout le temps « Attendez, attendez, si jamais j'applique telles quelles les réformes que vous me dites d'appliquer, les Blancs ici, ils vont mettre le feu. » Donc, il n'arrêtait pas de stigmatiser les Blancs locaux en disant attention, ils ne peuvent pas accepter, il faut freiner, attention, il va y avoir le feu, etc. Donc, il a temporisé un petit peu comme ça pendant quelques temps. Et puis, sur le droit de vote, évidemment, ce qui s'est passé de très important, c'est que le principe un homme égale une voix, tout le monde doit être inscrit sur les listes électorales. Le gouverneur Le Tallec est parvenu à freiner cette inscription, à la reporter. Donc en 1947, il a inscrit que 10% des Kanaks en âge de voter sur les listes électorales, que les notables, alors que logiquement, si on applique au pied de la lettre la réforme, c'est 100%. Mais pendant un certain nombre d'années, on a pu freiner l'inscription des Kanaks, qui donc avaient officiellement le statut citoyen, mais ne pouvaient pas voter. Donc en 1947, il y a 10% des Kanaks en âge de voter qui sont inscrits. En 1951, il y a une réforme votée à Paris qui ouvre ce corps électoral à 60%. 60% des Kanaks en âge de voter peuvent voter sur les listes électorales. Et finalement, le suffrage universel absolu ne va arriver qu'en 1957. Donc on a un délai d'une bonne décennie entre l'annonce officielle du beau principe tout le monde va voter et la réalité de cette pratique. Et puis il y a des débats sur lesquels je reviendrai rapidement autour du collège unique. Alors, dans ce nouveau contexte politique de 1946, le tout premier parti politique qui va émerger, avant même l'Union calédonienne, c'est le Parti communiste calédonien, qui est créé en janvier 1946 par une poignée de militants européens et qui va être relayé dans le monde kanak, en particulier par beaucoup d'anciens tirailleurs de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo des anciens tirailleurs. Et ce Parti communiste calédonien, pendant la majeure partie de l'année 1946, va demander avec véhémence justement l'application pleine et entière des grandes réformes de ce nouveau pacte impérial, voté à Paris, mais retardé en Calédonie. Et donc les principaux axes de la propagande, à destination des Kanaks en particulier, vont concerner la dénonciation du travail forcé, ce fameux travail forcé, des inégalités salariales, la revendication de la citoyenneté et du droit de vote, etc. Ce qui est très intéressant, me semble-t-il, c'est que ces tracts vont se conclure systématiquement par des appels à l'égalité et à la fraternité, mais jamais l'indépendance. Et il se situe, de ce point de vue, dans la lignée officielle du Parti communiste français qui, en 1946, soutient officiellement le projet de l'Union française. C'est pas pour ça que ce n'étaient pas des tracts très virulents et très anticolonialistes, en particulier parce qu'ils ciblaient les Blancs de Calédonie dans des termes durs qui, en filigrane, posaient la question de la souveraineté kanak. Alors, je vous lis l'extrait d'un fameux tract rédigé par la secrétaire du Parti communiste, Jeanne Tunica, en 1946, qui s'appelle « Chef indigène ». Donc, je vous lis ce document. « Vous, les chefs, vous avez été aussi opprimés que vos sujets, vous avez toujours été considérés comme inférieurs par toute la haute administration et tous les esclavagistes de ce pays qui est le vôtre. Les seuls vrais Calédoniens, c'est vous. On vous a obligé à toujours courber la tête. Ce temps-là est fini. Vous aurez tous droit à la vie heureuse. Vous aurez tous droit aux mêmes avantages que les hommes blancs qui, pour la plupart ici, vous ont trompés comme des chiens, ont séparé des femmes de leurs compagnons, vous obligent encore à des réquisitions arbitraires, font une différence entre les volontaires blancs et les noirs. » Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'appel à l'indépendance, mais par contre, ils y vont franco de port, quoi, hein. Et c'est assez frappant de voir que ce type de vocabulaire-là, d'ailleurs après, sous le règne de l'Union calédonienne, tout ça, cette radicalité va être complètement mise de côté de la scène politique. Et on retrouve de façon encore plus explicite l'affirmation d'une souveraineté kanak sur la Calédonie et la dénonciation des Européens dans un autre document, le deuxième cahier de revendications indigènes envoyé en 1946 par Jeanne Tunica au responsable de la section coloniale du PCF. Et c'est intéressant parce que ce qu'on peut percevoir, à mon sens, comme la revendication d'un droit à l'autodétermination ne débouche pas sur une demande d'indépendance, mais s'exprime au contraire dans le sens d'une intégration à la République et à la citoyenneté contre l'autonomisme des Blancs locaux.
Voilà ce qui est dans ce cahier de revendications indigènes, donc ce document communiste. Nous, indigènes de Calédonie, ayant seuls le droit de parler ou de revendiquer au nom de la Calédonie, donc là c'est vraiment l'expression d'une autodétermination kanak, d'une souveraineté kanak sur le pays. Nous, indigènes de Calédonie, ayant seul le droit de parler ou de revendiquer au nom de la Calédonie, nous voulons rester sous la bannière de la République française. Nous refusons que notre pays ait une autonomie. Que ceux qui demandent une autonomie, qu'ils aillent avec leur député Gervolino demander l'autonomie pour le pays de leurs ancêtres, mais pas d'autonomie en Calédonie. Non, non, non. Alors, voilà, je voulais souligner ce qui est tout à fait frappant, il me semble, c'est à la fois la radicalité de ce type particulier de discours anticolonial. Ils n'y allaient vraiment pas avec le dos de la cuillère, mais sur le fait que c'était un discours qui était hostile aux blancs locaux, aux colons, mais pas hostile à l'État français. Et au contraire, l'idée, c'était que l'État français va nous protéger contre les blancs locaux. Alors, ce discours-là, il a rapidement disparu après le départ de Jeanne Tunica, la secrétaire à la cheville ouvrière du Parti pour la Calédonie, à la mi-46, après un attentat qu'elle a eu. Et à la même époque, vous savez certainement que les missionnaires, les missions catholiques et protestantes se sont fortement mobilisés contre ce mouvement communiste. Et ils ont sollicité tous les relais paroissiaux qui étaient impliqués dans le monde kanak pour organiser une campagne de répression anticommuniste très virulente en 46-47 à l'intérieur du monde kanak. Donc localement, quand vous interrogez localement, je l'ai vu à Koné, mais c'est un peu le cas partout, on vous raconte les récits des bagarres entre communistes et gens anticommunistes soutenus par les missionnaires. Donc les missions ont créé deux grandes associations qui étaient des proto-partis politiques. L'un pour les catholiques qui était l'UICALO, l'Union des indigènes calédoniens amis de la liberté dans l'ordre, et un autre pour les protestants, l'AICLF, l'Association des indigènes calédoniens et loyalciens français. Et rapidement, l'UICALO et l'AICLF ont balayé le Parti communiste. Ils ont élaboré un programme de revendication qui était finalement assez proche, mais sur un mode plus doux, disons, de celui du Parti communiste. L'UICALO et l'AICLF, donc, qui ont rapidement prétendu au monopole de la représentation politique des Kanaks, après avoir fait disparaître ou marginaliser le Parti communiste calédonien, se sont investis lors de l'élection à la députation de 1951. Ils ont proposé un candidat qui était, un Européen qui était un novice en politique, de se présenter en intégrant tout leur programme qu'ils avaient fait sur ce qu'on appelait la question indigène et en lui promettant du coup de demander à tous les Kanaks encadrés par les missionnaires catholiques et protestants de voter pour lui. Je suis obligé de vous la faire courte, hein, sinon on va pas tenir. Et c'est comme ça que le fameux Maurice Lenormand, qui était un métropolitain installé depuis les années 30 en Calédonie, marié à une Kanak, etc., qui avait fait des études de linguistique, a été élu à la surprise générale parce qu'il y avait aussi une division des autres candidats conservateurs. Bref, il est élu en 1951 avec uniquement les voix kanak, des électeurs kanak, encadrés par ces deux associations missionnaires, et il va être immédiatement surnommé de façon péjorative le député des Kanaks, qui est à l'époque Kanak avec un C, qui est perçu comme un terme péjoratif. Et suite à ça, dans les années qui suivent, l'UICALO et l'AICLF, donc les deux associations missionnaires avec le Normand, vont construire un nouveau parti politique qui va s'appeler l'Union calédonienne et qui va avoir des succès électoraux, en gros, jusqu'au tournant des années 70. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au tournant des années 50, ces deux associations missionnaires et le Normand vont pleinement adhérer au projet de l'Union française dont je vous ai parlé précédemment, et ils vont faire de l'application locale de ce nouveau pacte impérial à l'échelle de la Calédonie leur principal mot d'ordre. C'est-à-dire que de leur point de vue, décliner les nouvelles relations impériales établies entre la France et ses anciennes colonies à l'échelle de la Calédonie, ça veut dire redéfinir les relations coloniales au sein même de la société calédonienne entre Européens et Kanaks. La question n'est pas celle du rapport entre la Calédonie et la métropole, parce que comme la Calédonie est une colonie de peuplement, la question coloniale, elle est à l'intérieur même de la société calédonienne. Donc la question, c'est celle des rapports entre les anciens colons et les anciens colonisés. Et eux, ils vont vraiment construire ça, et c'est bien pour ça qu'ils vont
appelé leur parti l'Union calédonienne, en disant l'Union calédonienne, c'est l'Union française à l'échelle de la Calédonie et de sa particularité. Donc ça, c'est aussi important à prendre en compte que la genèse de l'Union calédonienne, c'est pas uniquement, comment dire, c'est pas insulaire en fait. L'Union calédonienne, c'est perçu par ses créateurs comme une déclinaison locale de l'Union française, qui est un projet impérial. Je vous lis un écrit de Lenormand en 1953 qui l'explicite tout à fait. Il dit « Si la France forme avec les peuples d'outre-mer une union fondée sur cette égalité, la même union fondée sur la même égalité doit être formée dans chaque territoire entre les habitants originaires de France et les habitants autochtones. Le mouvement d'union calédonienne, né en 1953, a eu pour fondement le principe d'égalité et pour but cette union française en Nouvelle-Calédonie de tous les habitants, sans distinction de race et de religion. » Alors, parce que c'était un projet qui était porté à la fois dans cette idéologie de l'Union française et aussi par les missions catholiques et protestantes, l'UC se situait dans son projet, dans son programme politique, dans la continuité de ce qu'on a appelé le réformisme colonial de l'entre-deux-guerres, qui était déjà porté. Il y avait déjà eu, avant l'Union française, des tentatives de réformer le système colonial. Réformer le système colonial, l'idée, c'est de ne pas faire table rase du passé, mais de corriger les abus de la colonisation et de tendre progressivement et de façon modérée vers un idéal d'équilibre, d'égalité. Mais néanmoins, par exemple, le gros enjeu des spoliations foncières, qui a marqué tout le 19e siècle jusqu'au au tournant des années 1900, et qui a été un des principaux contentieux lorsque la revendication kanak indépendantiste a surgi dans les années 70, le vol des terres massif, ce n'était pas un point soulevé par l'Union calédonienne de cette époque-là, parce qu'on ne remettait pas tout, on remettait pas carte sur table et on n'a pas rebattu toutes les cartes. On se situait dans la continuité de l'héritage en essayant de gommer les problèmes. Et du coup, de ce point de vue-là, l'archipel, dans le vocabulaire de Lenormand de cette époque-là, pouvait symboliser toutes les promesses de l'Union française. Donc je vous lis encore un autre passage qui insiste sur ça. Donc voilà ce qu'il a dit sur les bancs de l'Assemblée nationale en 1951, Lenormand. Le débat d'aujourd'hui sur le plan de l'Union française a une portée considérable et une signification politique majeure, car la Nouvelle-Calédonie, par ses deux populations, la noire et la blanche, vivant côte à côte, attachées à la même terre, ayant la même importance, constitue le terrain d'expérience par excellence de la réalisation d'une véritable Union française. Si l'Union française ne réussit pas en Nouvelle-Calédonie, avec toutes les conditions favorables qui y sont réunies, où pourra-t-elle réussir et devenir une réalité vivante et probante ? Et je vous cite aussi Dwi Matayo Weta, qui était un grand leader kanak issu de la ICLF, protestant, qui disait aussi en 1951 « Le temps des révoltes est passé. Nous savons que les deux peuples devront travailler au coude à coude si l'on veut la prospérité et le bonheur dans notre archipel. » Alors, l'idée d'avoir l'égalité du vote, puisque c'était la promesse de l'Union française, appliquée à la Calédonie, mais je vous l'ai dit, ça a été retardé pendant un certain nombre d'années. Mais il y a cet enjeu, si on dit un homme égale une voix, tout le monde est censé voter pour les mêmes élus qui vont donc représenter l'ensemble de la population. Cette position-là, elle a été au départ extrêmement contestée. C'est-à-dire qu'il y avait tout un ensemble du personnel politique qui disait « bon, ok, les Kanaks sont devenus citoyens, ok, ils ont le droit de vote, mais ce n'est pas eux qui vont élire les conseillers généraux, ce qui était l'ancêtre du Congrès. Ils ne vont pas élire ces gens-là, ils vont élire, nous on propose qu'ils élisent une autre assemblée, une assemblée consultative, où il n'y aurait que des Kanaks qui donneraient leur avis sur des sujets qui intéressent les Kanaks. Et puis nous, on garde le conseil général où on s'occupe des affaires du territoire globalement, de la mine, des finances, etc. Alors, et donc il y a eu un très long débat et un débat très virulent, retracé en détail par Ismet,
au début des années 50 sur les négociations. Est-ce qu'il y a donc ce qu'on appelle un collège séparé, c'est-à-dire que les Européens votent pour les conseillers généraux européens et les Kanaks votent pour une assemblée consultative, ou alors est-ce qu'il y a un collège unique et tout le monde vote au même endroit pour les mêmes personnes? Et là, ce qui est intéressant, c'est que donc est-ce qu'on exclut les Kanaks ou est-ce qu'on les intègre au même endroit? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs positions à ce sujet et de défense du collège unique, donc du fait que tout le monde vote au même endroit. Je vais vous lire 3 extraits à ce sujet qui soulignent, à mon avis, les différents enjeux autour de ce collège unique. Le premier extrait, c'est un texte publié en 1948 par l'ancien conseiller général socialiste Hubert Janson. Voilà ce qu'il dit. Les conseillers généraux penchent vers une assemblée consultative. La prudence dont on nous parle a conduit à l'Indochine. La voilà la prudence. Beau résultat pour s'en vanter. Quel but poursuivent nos colonialistes? Entre parenthèses, ici, colonialiste, c'est donc une insulte, c'est péjoratif, quoi. Enfin, vous aurez compris, mais j'y reviendrai. Quel but poursuivent nos colonialistes? Une politique semblable à celle adoptée ici, donc séparer les gens, ne pas faire un collège unique, est indigne de l'Union française, contraire à ses principes mêmes. L'Union française ne serait qu'un mot, un mot sans valeur destiné à tromper des gens simples peut-être, mais honnêtes et confiants. Non, si nous voulons la paix, si nous voulons qu'aucune haine ne naisse chez eux contre la France, il faut admettre que l'indigène a le droit d'avoir au Conseil général des représentants qui défendront leurs légitimes intérêts. Aucune objection, aucune raison ne doit faire supprimer ou même limiter ce droit. Instruction, évolution, etc. sont les éternels bobards, trop connus, qui n'ont même plus l'intérêt de la nouveauté. Donc là, le principe, c'est qu'il faut un collège unique parce qu'ils sont devenus citoyens et ils doivent rentrer complètement dans la cité. Ce serait tout à fait illégitime et ce serait colonialiste de les exclure et de les mettre dans une voie de garage. Ça, c'est le premier argument pour le collège unique. Deuxième passage, c'est un discours de Lenormand à l'Assemblée nationale qui défend aussi le collège unique en 1951. Et voilà ce qu'il dit. Je le déclare avec fermeté et avec force. Je suis contre la barrière de couleur. Je suis contre la discrimination raciale au sein du corps électoral. Seul le maintien du principe de l'unité du collège correspond aux véritables intérêts du pays tout entier. Il permet seul de maintenir la paix civile et de développer la coopération entre les électeurs et les élus de statut distinct, mieux que ne peut le faire la barrière des circonscriptions séparant européens et indigènes. Car en élevant cette barrière, donc en faisant 2 collèges séparés, on creuse plus sûrement le fossé entre les races et on risque même de creuser la fosse de la colonisation. Et je pense que c'est intéressant de souligner l'usage du terme colonisation ici par le Normand. Ce n'est pas du tout le colonialisme honni, mais ici, colonisation, ça veut dire ça risque de remettre en cause la présence française. Et ce n'est pas le but de la manœuvre. Enfin, ce n'est pas le but de la politique. Je ne vais pas dire la manœuvre, mais ce n'est pas le but de la politique. Puis troisièmement, un courrier du chef du service des affaires indigènes, toujours en 1951, adressé au gouverneur, qui dit « Il me paraît opportun de maintenir sans ambiguïté un collège unique qui obligera la population européenne à envisager et à réaliser la politique de ce pays en collaboration avec les indigènes, préparant ainsi la véritable collectivité calédonienne, où la population européenne, laissant aux indigènes la place qui leur revient, continuera longtemps encore à tenir les principaux postes de commande et amènera l'éclatement de la masse indigène. C'est à mon sens la meilleure garantie du maintien de la colonisation. » Alors je suis désolé, c'est un peu long de vous lire ces extraits, mais il me semble illustrer les différents sens qui s'investissent autour de cet enjeu du collège unique. Le premier point, c'est il faut un collège unique, il faut que les Kanaks participent à la vie politique parce que c'est la légitimité politique, parce qu'on n'a pas le droit moralement de les exclure de ce jeu-là. Ils doivent en faire partie parce qu'ils sont devenus citoyens. Ok, ça c'est assez simple à comprendre. La deuxième, c'est que derrière ça, permettre aux Kanaks de voter avec les Européens à une époque où en gros le corps électoral kanak, les électeurs kanaks et les électeurs européens sont à peu près à égalité numériquement, ça permet de bâtir une alliance électorale. Parce que si vous avez 50-50 en gros, et que tous les Kanaks votent à l'époque comme un seul homme, avec l'encadrement missionnaire de Louis Callot et de la ICLF, si vous avez un petit groupe d'Européens
qui s'allie avec la majorité kanak, vous obtenez la majorité absolue, à condition que tout le monde vote au même endroit. Si jamais les gens votent séparément, ça ne peut pas marcher. Mais si les gens votent tous ensemble et que vous parvenez à bâtir une alliance électorale, vous parvenez à prendre le pouvoir et à le conserver. Donc il y a dire qu'il faut que les Kanaks votent avec les autres, ce n'est pas seulement une position morale d'intégration des Kanaks, c'est aussi, et indissociablement, un calcul politique bien compris. Et puis le troisième point, quand même, ce que dit le chef du service des affaires indigènes, c'est qu'en faisant ça, en associant les Kanaks dans un parti politique, eh ben, on pourra continuer à peu près à les contrôler. Ils auront des postes à responsabilité, mais les Européens continueront pendant longtemps à tenir les postes de commande. Alors qu'au contraire, si jamais on ne les associe pas, qu'on les exclut, rien de tel pour faire bouillir la marmite, pour faire monter la pression, et pour que derrière ça, il y ait des revendications beaucoup plus radicales qui risquent de remettre en cause la colonisation. Donc c'est assez intéressant de voir que ces enjeux du collège unique sont divers et variés, qu'il y a à la fois une logique d'association, Union française, égalité, coopération, mais aussi des calculs politiques, et ça reflète bien, à mon sens, l'ambiguïté de cette période-là. Et sur les termes, si je reprends les termes utilisés, pour les penseurs européens de l'Union calédonienne, les termes qu'ils disent, c'est qu'il faut favoriser la coopération contre la discrimination raciale. Et ça revient, autrement dit, il y a quelque chose que vous avez bien compris qui distingue, c'est que la colonisation, ce n'est pas pareil que le colonialisme, dans leur vocabulaire de l'époque. La colonisation, c'est synonyme de présence française. Et dans leurs usages de ce terme-là, c'est souhaitable. C'est-à-dire qu'il ne faut pas remettre en cause la présence française. Et cette présence française, c'est ce qu'ils mettent derrière le mot colonisation. En revanche, le colonialisme, c'est perçu comme une forme de domination illégitime dont il faut se débarrasser. Donc c'est assez intéressant de voir la distinction. Du coup, il y a ce projet politique, mais la question qui va se poser, puisque le normand, le calcul politique qu'il fait très rapidement, c'est que grâce à la masse électorale kanak, si on fait un parti effectivement avec des Européens, on va obtenir la majorité absolue. Le problème, c'est qu'au tout début, quand il est élu uniquement avec les voix kanak. C'est le seul Européen qui a derrière lui toutes les voix kanak. Donc le grand pari de l'Union calédonienne, pour que ça fonctionne et pour qu'il remporte des victoires électorales, il faut qu'il y ait des Européens qui rejoignent le parti. Or, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Comment faire du coup ? Eh bien, en gros, de ce point de vue-là, le normand va construire un discours qui va être énormément centré autour des questions de classe, et en particulier vis-à-vis de la classe ouvrière et de tous ceux qu'on a appelés, avec des guillemets, les petits blancs, c'est-à-dire les blancs modestes. Alors, ça, on le trouve dans les matériaux, dans les documents écrits de l'UC, mais aussi chez les vieux militants de l'Union calédonienne blancs. Et moi, j'en ai interrogé quelques-uns lorsque j'ai travaillé à Koné, et je vous cite deux extraits. Le premier, c'était Paul Rival, qui est un petit instituteur à Koné entre 46 et 61, et qui me présentait, lorsque je lui disais « Mais donc, vous avez été militant de l'Union calédonienne, comment ça s'est passé, pourquoi ?» Et pour lui, l'UC, c'était le parti des humbles calédoniens contre les grosses boîtes. Voilà ce qu'il m'avait dit. À l'époque, c'était le début de l'UC à laquelle j'ai appartenu. Nous, les petits, les humbles calédoniens, nous appartenions forcément à ceux qui cherchaient à faire du nouveau, parce qu'on avait déjà cette peur de ces gros capitalistes, les Ballandes, les Barreaux. D'autres colons de Koné étaient plutôt du côté des grosses boîtes, parce que c'était déjà des colons bien établis, pas fortunés mais aisés. Donc en gros, c'est les petits colons pauvres, modestes, bien souvent dans des rapports de domination, enfin très fortement dominés par les grandes maisons de commerce comme Ballandes. Eh bien, c'est vis-à-vis d'eux que se développe un discours. Et vous voyez que ce qui est autant frappant, c'est... Alors non, je vais vous dire un autre exemple. Marcel Charpin, qui était mineur, né en 1930, et qui, lui, lorsque je l'ai interrogé sur le sens de son engagement dans l'Union calédonienne, soulignait l'importance du soutien de l'UC aux luttes syndicales. Et de fait, l'Union calédonienne, pour aller chercher des Européens, elle s'est essentiellement tournée vers les syndicats des ouvriers de la mine et de la métallurgie, en leur disant « joignez-vous à nous ».
Et comme ça, on pourra défendre votre programme de défense des ouvriers sur la scène politique. Lui, il me dit, moi, je travaillais dans les mines, et puis le Normand nous a donné la main, il a fait monter les syndicats. J'ai adhéré dès que le Normand est sorti, en 1951. C'était rapport au travail, on voulait du changement, on voyait que c'était dur, que les gens étaient malheureux. Et c'est vrai qu'il a fait beaucoup de bien pour nous, les travailleurs. C'est lui qui a sorti la CAFAT et tout ça. Donc vous voyez, ça c'est assez intéressant parce qu'à la fois, on voit l'écho dans les souvenirs de ces vieux militants de la question de la classe, de la mobilisation de la question ouvrière. Et on voit aussi, et ce n'est pas que dans ces extraits, que les Kanaks ne sont pas là. Donc ces gens-là n'ont pas rejoint l'Union calédonienne parce qu'ils se sentaient concernés ou engagés vis-à-vis du programme de réforme pour les populations indigènes qui était porté par l'Union calédonienne via l'UICALO, la ICLF, les missionnaires, etc. Eux se sont engagés dans l'Union calédonienne pour d'autres raisons. Ils se sont engagés dans l'Union calédonienne parce que l'Union calédonienne prenait aussi en charge la logique, les questions de classe et des mobilisations ouvrières et des petits Européens. Et donc c'est comme ça que peu à peu, l'Union calédonienne a attiré des Européens dans l'UC. Il y a un rapport de gendarmerie en 1956 qui d'ailleurs fait une espèce de synthèse en disant que le bloc des électeurs de Lenormand, je cite, regroupe la quasi-totalité des autochtones et la majeure partie des ouvriers des syndicats de l'industrie. Au final, l'Union calédonienne a rassemblé un certain nombre d'Européens, n'a jamais rassemblé une vaste majorité d'Européens, mais dans leurs propres estimations, ils disent au départ on avait 5% d'Européens en 51, on avait 30% en 56, et finalement en 59 on en a rallié 55%. Ça c'est les chiffres produits par l'Union calédonienne, donc je ne sais pas jusqu'à quel point on peut s'y fier, et par ailleurs c'est des choses qui sont difficiles à mesurer. Évidemment, parce qu'à partir de 1957, on ne fait pas le distinguo dans les colonnes électorales entre citoyens de statut particulier et citoyens de statut commun. Bref, donc ce qui est au final, si je vous raconte tout ça, c'est pour prendre la mesure du fait que l'Union calédonienne de cette époque-là, c'était un mouvement pluriel où il y avait, disons, deux branches qui étaient relativement indépendantes l'une de l'autre. D'un côté, tout le monde kanak qui était très lié au départ à l'encadrement missionnaire et des chefferies et sur lequel on a réfléchi à la modernisation du statut indigène. Alors à l'échelle locale, c'était faire des routes, faire des adductions d'eau, développer des écoles, etc. Et puis d'un autre côté, il y avait les militants européens qui étaient très liés au monde syndical, et là c'était la lutte des classes ou la lutte des petits blancs contre les gros. Et au final, ces deux branches-là étaient relativement indépendantes, sauf par quelques personnes comme le Normand qui faisaient le va-et-vient. Si je vous dis tout ça, vous direz on s'éloigne des questions de décolonisation, mais si je vous dis tout ça, c'est que c'est sur toute cette stratégie que s'est développé le discours de l'UC sur la colonisation ou sur le colonialisme. Et c'est sur ça que je voudrais maintenant insister, c'est qu'à partir de cette formation compliqué et pluriel entre d'un côté le monde kanak lié aux missions et de l'autre côté le monde des Européens liés aux syndicats, l'UC a proposé une synthèse en utilisant des mots bien spécifiques. Et là, je vous l'ai mis, la synthèse UC, et j'ai mis des guillemets à chaque fois parce que c'est des extraits, je vais vous les communiquer, c'est la libération du peuple calédonien contre le colonialisme. Donc, voilà, le Normand va, pour justifier la réunion de ces deux mouvances, de ces deux ailes de l'Union calédonienne, le Normand va opérer une synthèse inédite et en faisant ça, il va redéfinir les termes qu'on emploie pour penser les situations coloniales. Dès 1957, la propagande dès 1953, les premières listes Union calédonienne utilisent une propagande qui évoque l'alliance entre Kanaks et Européens sur le registre de la libération. Le slogan de 1953, c'est « Colons et autochtones, unissez-vous, l'année du centenaire », 1953, 1853-1953, l'année du centenaire sera l'année de la libération. Et à l'issue du scrutin qui est remporté par l'UC, les 14 conseillers de la nouvelle majorité, dont pour la première fois 9 Kanaks qui sont élus conseillers généraux, vont publier un communiqué sur le même thème, je cite, « Dans cette Nouvelle-Calédonie que nous venons de libérer pacifiquement,
construisons tous unis un avenir meilleur, plus heureux, plus prospère. Alors, ils se libèrent de quoi ? Parce qu'en gros, il y a ce terme commun, c'est notre victoire, c'est une victoire de libération. Eh bien, l'ennemi commun duquel on se libère, c'est ce fameux colonialisme. Je cite le Normand, « L'UC a pour vocation l'union de tous les Calédoniens sans distinction contre tout système colonialiste d'exploitation des gens du pays. » Le député affirme que, en gros, tout le vécu de tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie a été marqué par un système économique et administratif, là c'est une citation, un système économique et administratif qui, avec le code de l'indigénat, donc ça c'est pour les Kanaks, l'utilisation de la main-d'œuvre asiatique pour les engagés javanais, et l'assujettissement des petits colons à un régime de crédit abusif et d'importation à outrance, avait transformé notre île en fief privé. Ce que ça veut dire, c'est que dans ce discours de l'UC des années 50, ce qu'ils appellent le colonialisme, et c'est un terme péjoratif, ça ne désigne donc pas seulement l'oppression coloniale et le racisme subi par les Kanaks, mais aussi, simultanément, la domination socio-économique exercée par le patronat local sur les petits blancs. Donc c'est quand même quelque chose d'assez intéressant et c'est une posture forte de dire que toutes les dominations qui ont été subies par tous les habitants de la Calédonie, tout ça c'est une seule et même chose, ça s'appelle le colonialisme. Donc ce que les Kanaks ont subi, ce que les colons ont subi, ce que les Javanais ont subi, tout ça c'est le colonialisme. Et nous, l'Union calédonienne et notre union, on se libère tous ensemble de ça. Donc vous voyez que ça pose quand même sacrément question de penser le colonialisme de cette façon-là. Et lorsque, j'y reviendrai rapidement, mais à partir de la fin des années 50, les services de l'État ont essayé de renverser l'Union calédonienne, eh bien l'UC, le Normand et l'UC ont aussi mis l'administration dans le tas des exploiteurs colonialistes. Voilà une citation. Il dit « La France, ce n'est pas non plus l'administration colonialiste, et là aussi il décline. Qu'est-ce que ça veut dire le colonialisme ? L'administration colonialiste qui a installé ici de malheureux colons sans moyens et sans aide, sans même un service agricole pendant 100 ans, et qui les a laissés en proie au haut négoce et au capitalisme réactionnaire, et qui enfin a dépouillé les autochtones de leurs terres. Là aussi, dans cette synthèse du discours UC, les petits colons sont les victimes du colonialisme au même titre que les Kanaks. Donc c'est assez frappant pour être remarqué. Par contre-coup, la libération du colonialisme dans cette signification par l'union devait se manifester à travers l'émergence d'un peuple calédonien solidaire réunissant tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie. Et donc ce projet de société est résumé par le fameux, très célèbre slogan officiel de l'UC, « Deux couleurs, un seul peuple ». On peut aussi citer l'article de Le Normand intitulé « Le peuple calédonien existe ». Et c'est un article qu'il a publié dans l'Avenir calédonien en 1960. Et là aussi, c'est assez intéressant. Voilà ce qu'il écrit. La Nouvelle-Calédonie de 1960 est habitée par des populations provenant de fragments ethniques différents, les Mélanésiens qui étaient à l'état de tribu, lesquels ont perdu leur caractère distinctif, notamment institutions politiques, institutions juridiques et croyances, et se diluent par une fusion progressive. Et d'un autre côté, les Européens, qui proviennent d'une nation dont ils se sont distingués et distancés, n'ayant plus avec elle le même territoire commun. Ces deux groupes, aux prises l'un avec l'autre par des contacts de plus en plus étroits et vitaux, ont maintenant en commun un territoire, une civilisation, une langue, et ces contacts directs depuis 100 ans, nous disons une histoire commune. Le peuple calédonien existe donc. C'est un peuple en formation par l'agrégation et la fusion de deux groupes ethniques dont les caractères tribaux ou nationaux qui les différencient tendent à s'estomper et seront progressivement effacés. Alors l'ensemble de cette rhétorique, vous avez bien compris, le point qui me semble le plus crucial et problématique, c'est qu'en gros, tout ce discours sur la libération du peuple calédonien vis-à-vis d'un colonialisme qui est défini comme uniquement extérieur, ça permet de ne pas parler du caractère colonial des relations entre Européens et Kanaks
à l'intérieur de la société calédonienne. Comme si, en fait, tout le monde était victime au même degré, ce qui évite de poser des questions qui fâchent sur les rapports entre eux. Et de ce point de vue-là, vous voyez qu'on est tout à fait à l'opposé de ce que disait le Parti communiste calédonien, qui, lui, au contraire, disait que le problème colonialiste, il était avec les Blancs locaux, il n'était pas avec l'État français. Dans l'Union calédonienne, c'est tout à fait l'inverse. On dit le problème, le colonialisme, c'est l'État français, mais ce n'est pas les rapports entre nous. Et donc, je ne dis pas ça pour dire c'est l'un ou c'est l'autre, pas du tout, hein, mais au contraire, pour souligner que les gens ne perçoivent pas les choses de la même façon. Et dernier point, et après j'en aurai terminé, dans les années 60, dans les années 60, ce qui est très intéressant, c'est que c'est là où le terme de décolonisation apparaît véritablement. Le terme décolonisation, il n'apparaît pas avant. J'ai regardé de près, évidemment, au début des années 50, l'Union calédonienne, etc., le mot décoloniser, décolonisation, il n'est pas usité du tout. On parle de libération du colonialisme. Et ça renvoie... Alors, il y a un historien américain qui a travaillé sur ça autour de l'Algérie et qui a montré que le mot de décolonisation, il s'est véritablement imposé dans le débat au tournant des années 1960 seulement. À partir du moment où il y a eu cette vague des indépendances et où tout le monde a dit, bah voilà, ces indépendances, c'est de la décolonisation. Mais je vous dis, c'est un terme qui est récent. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, qu'il n'y a pas des débats et des mots pour penser le phénomène colonial et la sortie du phénomène colonial. Mais le mot décolonisation est un mot récent. Et c'est tout à fait intéressant de voir dans quel contexte il est utilisé au départ en Nouvelle-Calédonie, au tout début. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au tournant des années 60, le général de Gaulle reprend le pouvoir. Donc je fais rapidement. Hein. Le général de Gaulle prend le pouvoir en France. Il instaure la Ve République, il se débarrasse de l'Algérie. L'Union française, c'est terminé. Donc le projet d'Union calédonienne, à partir de 1958, il s'autonomise, c'est-à-dire qu'il n'est plus raccroché à ce projet d'Union française. Donc ça reste simplement l'Union calédonienne, pour le coup, uniquement sur le caillou, quoi. Et suite à la vague des indépendances des colonies africaines, suite à l'indépendance de l'Algérie, la Ve République va resserrer les boulons en disant désormais on va faire un programme de recentralisation très fort. Et pour les petits confettis de l'Empire qui restent encore, on s'est débarrassé des plus grosses colonies, dans ces territoires-là, on va recentraliser très très fortement. Donc on enlève le pouvoir aux gouvernements locaux qu'il avait dans le cadre de la loi cadre depuis 1956-57. Tout le pouvoir revient dans les mains du préfet. On met en place des standards métropolitains. Du moins, les standards métropolitains sont appliqués dans les quelques territoires d'outre-mer qui restent. Et en particulier le Pacifique, on s'en occupe spécifiquement parce qu'on va faire le centre d'essai nucléaire à Tahiti. Du coup, le Pacifique devient le cœur de la stratégie de défense, l'indépendance nationale, le général de Gaulle. Donc, il faut que ça bouge. Il n'y ait plus aucun problème ici. Et donc, on va resserrer les boulons, ce qui concrètement signifie que l'Union calédonienne, qui est au pouvoir localement, au sein du conseil de gouvernement, qui est un gouvernement local, voit ses pouvoirs diminuer très fortement, puisque l'essentiel du pouvoir est remis dans les mains du préfet. Et à partir de ce moment-là, l'Union calédonienne va se plaindre à plusieurs reprises et de façon véhémente contre cette politique de recentralisation. Et comme le terme de décolonisation est désormais un terme qui circule, c'est à ce moment-là que l'Union calédonienne va utiliser le terme de décolonisation. Alors donc de ce point de vue, l'UC importe le vocabulaire politique de la décolonisation dans le débat calédonien pour dénoncer la perte de ses compétences au profit de l'État central. Ce n'est pas autre chose à cette époque-là. Voilà ce qu'écrit l'Avenir calédonien, l'organe de presse de l'Union calédonienne, en 1960. Donc 1960. On a décolonisé l'Afrique, mais on vient de recoloniser la Nouvelle-Calédonie en annihilant la loi cadre, qui était la loi qui donnait cette autonomie au gouvernement local, loi de promotion progressive et évolutive, en restaurant le régime des gouverneurs et en instaurant pour la première fois dans le pays un appareil politico-policier et un système d'action psychologique composé d'administrateurs de la France d'outre-mer, repliés d'Afrique noire et de policiers d'État rescapés d'Indochine et d'Afrique du Nord. Il faut décoloniser la Nouvelle-Calédonie si l'on veut qu'elle trouve sa place dans la République.
Donc là, assez surprenant, enfin assez surprenant non, mais c'est les usages à cette époque du mot de décoloniser. Et pendant toute la décennie des années 60, les revendications de l'Union calédonienne en faveur de la décolonisation correspondent donc à des demandes de redistribution du pouvoir entre le gouvernement central et le territoire à l'intérieur même de la République. Alors c'est évidemment à l'époque décolonisation, dans les années 60, ça y est, ça veut dire indépendance, puisqu'il y a tout le modèle de l'Asie et de l'Afrique. Du coup, c'est quand même une posture inhabituelle pour l'usage de ce mot décolonisation, ce qui va nécessiter, et de façon récurrente, à l'UC de bien distinguer leur projet à eux. Ce que eux appellent décolonisation, c'est l'autonomie, en fait. Ils reveulent le pouvoir, mais ils disent « Attention, nous, on ne veut pas l'indépendance ». Voilà ce qu'ils écrivent en 60. Les Calédoniens ne peuvent perpétuellement être soupçonnés d'être des Français douteux parce qu'ils réclament l'autonomie interne. Nous l'avons dit, nous sommes et resterons français. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais de la décolonisation, de notre libération des griffes du colonialisme ancien et nouveau, de notre droit démocratique d'administrer nous-mêmes nos propres affaires, comme les métropolitains administrent les leurs. Donc c'est tout à fait frappant de voir ces usages du mot décolonisation dans les années 60. Et puis les années 60 ont également été marquées par l'émergence de critiques kanaks inédites qui ont abouti à une scission partisane au sein de l'Union calédonienne. Donc il y a tout un groupe d'anciens militants et leaders de l'UC qui sont sortis de l'UC, en particulier protestants, et en particulier des gens liés à l'Église libre, l'Église Charlemagne. Donc je ne rentre pas dans ces détails-là, c'est encore toute une histoire, mais qui ont amené avec eux toute la ICLF. Et là, il y a eu des critiques très fortes contre l'Union calédonienne, contre cette rhétorique de l'Union calédonienne, et de nouveau, un discours soulignant l'importance de la protection de l'État français contre les Blancs de l'Union calédonienne. Voilà ce qu'écrivait Dwi Matayo Weta, qui était donc cette figure importante et qui est sortie de l'Union calédonienne, là encore en 1960. En fin de compte, les choses les plus importantes, le collège unique vrai, le suffrage universel, la représentation proportionnelle, ont été décidées à Paris par l'Assemblée nationale. En un siècle, nous avons vu que toutes les mesures d'émancipation des autochtones sont venues de France, jamais de Nouméa. On parle dans les journaux du peuple calédonien. Il n'y a pas qu'un peuple calédonien, il y a deux peuples calédoniens, nous et les Européens. Tant qu'on nous appellera frères sans nous traiter comme des frères, nous serons obligés de bien regarder où l'on veut nous emmener. Ceux qui sont devenus puissants à cause de nous se sont occupés de nos votes, mais pas de l'instruction de nos enfants. Si nous progressons, c'est à cause de l'égalité donnée par la France. Et donc c'est un discours de défiance vis-à-vis des Européens, de Calédonie, et de fidélité à l'État comme premier garant des intérêts des Kanaks. Là encore, vous voyez que c'est un écho de ce qui avait déjà été soulevé en 1946 par le Parti communiste calédonien. On veut la protection de l'État contre les Blancs locaux. C'est redit dans les années 60 par les gens de la ICLF. Et beaucoup de ces gens-là, plus tard, vont se retrouver au RPCR dans les années 70-80. Et c'est un des arguments récurrents des loyalistes kanaks. Je me rappelle, lors de mes premières enquêtes en Calédonie, j'avais fait un entretien avec Simon Louécotte, sénateur RPCR, en 2000, qui m'avait dit « Nous, si demain il y a l'indépendance, nous les Kanaks, on va se faire marginaliser par les Européens. Il nous faut la France pour nous protéger des Caldoches. » Donc c'est un discours qui revient et qui est ancien. Et c'est aussi assez intéressant de voir que la coloration politique des gens qui tiennent de ce discours change. Parce qu'en 1946, c'est le Parti communiste, donc c'est extrême gauche. Et puis dans les années 70, c'est ce qui est perçu comme la droite en Nouvelle-Calédonie. Néanmoins, l'argument disant il faut se protéger des Blancs par la protection de l'État français, c'est un des arguments qui vient et qui revient. Et puis finalement, et j'en conclurai là, évidemment, au tournant des années 70, il y a une autre parole politique qui va émerger, qui est portée par une nouvelle génération d'intellectuels kanaks formés dans les universités françaises, etc., et pas que, qui va construire, là encore, une revendication de décolonisation, mais en disant, mais nous, on s'inspire très directement du modèle, non pas de ce que l'UC écrit, décolonisation, c'est l'autonomie interne, c'est le retour à la loi cadre. Pour nous, décolonisation, c'est le modèle du tiers-monde, c'est le modèle de nos frères africains, de l'Amérique du Sud, etc., de l'Asie,
Donc nous, décolonisation, c'est l'indépendance et c'est la construction d'un État-nation. Et la spécificité à ce moment-là, c'est que le discours donc, sur la construction d'une indépendance kanak va mettre, et plus les tensions vont monter, la bipolarisation, puis la violence, puis les événements, etc., plus cette opposition va être binaire et binarisée de plus en plus, et plus le discours de l'indépendance kanak va mettre finalement pour la première fois dans le même sac, si j'ose dire, l'État français et les Blancs locaux. Parce que vous avez vu, tout ce qui s'est passé avant, à chaque fois, il y avait le distinguo. Soit on disait c'est la faute de l'État, mais par contre, localement, on s'allie avec les Blancs et ensemble, on s'émancipe de l'État colonialiste. Soit au contraire, le problème, c'est les Blancs colonialistes et on s'appuie sur la protection de l'État citoyen républicain pour se protéger. Mais dans la construction du mouvement indépendantiste kanak, et en particulier, pas, à vrai dire, c'est pas tout à fait exact ce que je dis, parce que quand on regarde de près, notamment le travail de David Chappell, qui a beaucoup travaillé sur le réveil kanak des années 70, c'était bien plus complexe et fin. Mais je rentre pas là-dedans, parce qu'il est déjà très tard. Mais plus il y a eu une montée des tensions et une simplification, disons, du débat politique, et plus on a mis dans le même sac l'État et les Européens. Donc au final, s'il y a une conclusion à apporter, la problématique de la décolonisation en Calédonie, à mon sens, elle s'apparente un petit peu à un jeu à trois. En fait, il y a trois acteurs. Il y a la population autochtone kanak, il y a les Européens locaux et il y a l'État. Et vous voyez qu'en fonction des moments, des contextes politiques, on va penser le colonialisme et la décolonisation en fonction... il y a plusieurs combinaisons qui peuvent être jouables, qui peuvent être pensables. Entre la colonisation, c'est le problème de l'État français, la colonisation, c'est le problème des Blancs locaux. Une autre façon de penser ça, c'est aussi de dire que on peut décoloniser un territoire, et à ce moment-là, l'enjeu, c'est de décoloniser la Nouvelle-Calédonie par rapport à la France. Et donc, c'est la question d'un lien institutionnel entre le Caillou et l'Hexagone. Ou alors, on peut décoloniser un peuple. Et si on peut décoloniser un peuple, la question qui se pose, c'est quel peuple ? Est-ce que c'est le peuple kanak, qui est donc un terme qui surgit dans les années 70, pensé par Thibaou, les Foulards Rouges, etc. Est-ce que c'est ce peuple calédonien dont parlait l'Union calédonienne des années 50 ? Est-ce que pas du tout, parce que depuis qu'on est citoyen, on ne forme qu'un seul peuple, c'est le peuple français. Ça aussi, ce sont des choses qui coexistent. Et donc on se rend compte finalement que c'est dans un temps assez bref que la mouvance kanak indépendantiste a pu faire la synthèse de tout ça en disant on veut l'indépendance kanak, c'est-à-dire qu'on veut la décolonisation du peuple et du pays simultanément, du peuple colonisé et de son territoire simultanément. Ça a été le moment fort de la revendication indépendantiste des années 80. Et ce qui est assez intéressant, et c'est là où les échos de tous ces débats un peu surannés des années 50-60 sont finalement pas si inintéressants à penser aujourd'hui, c'est que quelque part, cette équation-là, elle est remise en question depuis 30 ans en Nouvelle-Calédonie, sur ces 30 dernières années. Si la Calédonie est en voie de décolonisation, est-ce que c'est la décolonisation, ça passe par la modification du lien institutionnel entre la Calédonie et la France, ou bien est-ce que ça passe par la modification des rapports entre les habitants de la Nouvelle-Calédonie? Et est-ce que c'est le peuple calédonien qui se décolonise, c'est le peuple kanak, ou c'est encore autre chose? Je vais m'arrêter là, mais évidemment, vous aurez bien compris que je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. Je voulais juste les soulever pour nourrir le débat. Merci beaucoup. Bien, nous pouvons passer au débat. Il y a des micros qui sont disponibles pour vous de part et d'autre de la salle. Donc si vous avez le désir de répondre à cette question à la place du conférencier, la parole est de votre côté. Merci pour cette conférence. Moi, la remarque que j'ai, c'est au final, l'UC ils ont été assez malins. Ils ont récupéré au départ tous les Kanaks. Comme ça, ils ne peuvent pas parler puisqu'on va leur dire ce que vous allez faire.
Puis au départ, pour les amener, on leur dit on va décoloniser. Donc ils ont dit ok, cool. Puis une fois que tous les Kanaks étaient là, le but c'était pas forcément la décolonisation. Hein. Il fallait bien qu'ils viennent. On a amené, comme vous dites, les petits blonds, ou ce qu'on appelle aux États-Unis les white trash. Et là, on leur a dit venez, on va vous aider. Et on a monté un peu les blancs. Puis au final, au bout de 15-20 ans, ils se sont rendus compte que, enfin les Kanaks en tout cas, ils se sont rendus compte que le but c'était pas ça, parce que dans une seule phrase, vous entendez on va décoloniser, mais on va rester en France. Puis au final, c'est devenu juste un mouvement typiquement de gauche. En France, c'est un peu les étudiants et les ouvriers contre le grand patronat, quoi. Ce n'est plus du tout ce qui a été dit et vendu au départ. C'était plus la décolonisation. Et j'ai l'impression, ça peut être une explication de pourquoi on a dû attendre les années 70 pour que les Kanaks disent non, mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la décolonisation. Parce qu'au départ, c'était au nom de l'UC qui parlait. Et c'est après qu'on commençait à avoir des phrases un peu bizarres dans le milieu des années 60, comme vous avez dit, qui disent si, on veut la décolonisation, mais avec la France et dedans. Et rester colonisé. Ça n'avait aucun sens, puisque moi, en tant que Marocain, le Maroc a été, on va dire, décolonisé, même si ce n'était pas une colonie comme l'Algérie, c'était un protectorat en 1954. 7 ans après, c'était l'Algérie, et la décolonisation, c'était clair, c'était les Français dehors, et nous, on gère les pays, quoi. Et c'est ce que, je suppose, je ne suis pas kanak, c'est ce que les Kanaks pensaient, comme les Africains aussi. Mais là, l'UC, l'organe qui parle en leur nom, il leur dit non, en fait, vous n'avez pas compris, ça fait 15 ans qu'on se parle, mais vous ne comprenez pas, vous y êtes, quoi. C'est pour ça qu'ils sont barrés en 65, en 70. Vous avez d'autres gens qui disent autre chose. Et j'ai l'impression que c'est ça le retard, au final, de la lutte kanak. Après, comme je vous dis, je suis marocain, et pour moi, la décolonisation, elle est assez simple, assez binaire. C'est l'État-nation. Vous avez parlé du pan-arabe. Oui, ça existe, mais ce sont des États-nations. C'est le Maghreb, c'est 5 pays, c'est la Mauritanie, l'Algérie, la Libye et la Tunisie, c'est 5 États, mais on va s'unir. C'est un peu comme l'Union européenne, ce sont des pays, mais on va s'unir. Et c'est pour ça que ça, c'est une remarque, la première de vos questions, c'est est-ce que la décolonisation, c'est l'État-nation? Ça a toujours été oui. Il n'y a jamais eu de décolonisation avec on reste américain, enfin on reste anglais, non. Il y a des petits trucs un peu comme l'Angleterre, on va encore penser à la reine d'Angleterre, mais les Kiwis sont des Kiwis, hein, ils n'ont pas le passeport anglais, quoi. Voilà, merci. Je peux juste peut-être, il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais rebondir rapidement. La première, c'est quand même j'ai fait court et j'ai souligné les enjeux stratégiques au fondement de l'Union calédonienne, mais il faut pas non plus prendre les gens pour plus bêtes qu'ils ne sont, c'est-à-dire que notamment tous les vieux de Louis Callot, de l'UC, les vieux Kanaks, hein, qui sont devenus des leaders et des dirigeants de l'Union calédonienne, c'est difficile de dire qu'ils se sont fait berner, hein, je pense pas, parce que je pense que au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, le champ des possibles et les possibilités ou pas de révolte, etc., c'était quand même très limité. Enfin, je pense que c'est dur de se mettre intellectuellement, de réaliser ce qu'était la société calédonienne au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et ce qui était possible ou pas possible de faire. Et par ailleurs, l'autre chose aussi, c'est que, là encore, parce que c'est une conférence et que c'est rapide, etc., j'ai dit les Blancs, les Kanaks, etc., mais il faut complètement... il faut rentrer dans le détail. En fait, c'est pas les Blancs, les Kanaks. Il y avait des Kanaks du Parti communiste calédonien contre des Kanaks de Louis Callot et de la ICLF. Et c'était pas les mêmes gens, ils n'avaient pas les mêmes logiques de recrutement politique. D'un côté, voilà, il y avait des gens qui se sont construits dans les missions, qui étaient les seuls, donc des pasteurs, etc. C'est des choses très importantes. Donc il y a, en fait, dès lors qu'on veut un petit peu rentrer dans le détail, c'est pour ça d'ailleurs qu'avant, dans le temps, j'ai travaillé à l'échelle d'une petite commune pour précisément rentrer dans les détails, parce que c'est un petit peu caricatural ce que j'ai dit aussi, hein.
le monde kanak est aussi un monde divisé, fragmenté, concurrentiel, et quand il y a eu la politique, ça s'est joué aussi. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, si vous dites aux Maoris, les gars, vous êtes décolonisés depuis que la Nouvelle-Zélande est indépendante de l'Angleterre, ils vont vous regarder de travers, hein, parce qu'ils ne considèrent pas du tout qu'ils sont décolonisés, ni les aborigènes d'Australie. Et c'est tout le problème. Et c'est tout le problème, et c'est aussi quelque chose qui en fait fait écho à ce que j'ai dit là, de cette réflexion d'une sortie du colonial avec l'appui de l'État français. Il y a une chose qui est claire, c'est que la rupture de l'Australie, la rupture toute relative, hein, mais néanmoins la rupture de l'Australie avec la Grande-Bretagne n'a pas amélioré particulièrement le sort des aborigènes du point de vue de la colonisation. Pourquoi ? Parce que ce sont des colonies de peuplement, et la rupture du lien institutionnel entre la métropole et la colonie ne modifie pas par magie les rapports sociaux à l'intérieur du pays. Parce que la question coloniale, elle est à l'intérieur des rapports sociaux, elle est à l'intérieur de la société calédonienne. Enfin, notamment la société calédonienne et à l'intérieur de la société canadienne, etc. Et donc, c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, quel que soit le futur institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, la question des rapports entre les anciens, enfin entre les Kanaks et les Européens et tous les autres, les rapports entre les groupes restera une question cruciale de toute façon. De toute façon. Et c'est d'ailleurs pour ça que les politiques ont été mises en œuvre depuis 30 ans, c'est des politiques de rééquilibrage. C'est pour toucher ce point-là. Voilà. Ça ne veut pas dire que la question institutionnelle n'a pas d'importance, bien au contraire, ne serait-ce que pour la possibilité de s'installer ou pas en Nouvelle-Calédonie. Mais la problématique coloniale ne se réduit pas au rapport entre les territoires. La question coloniale, elle est aussi à l'intérieur de la société calédonienne. Bon. Bonjour, j'ai une question. Est-ce que le concept de décolonisation tel que vous l'avez analysé ici a été vu de la même façon, parle d'autres sujets? J'entends tous les Indochinois, les descendants en tout cas, les Javanais, voilà. Est-ce que vous avez eu des bribes d'informations sur comment eux, parce qu'on binarise, comme vous dites si bien, la société calédonienne d'un côté blanc, d'un côté kanak, mais on oublie aussi toute cette frange-là qui aussi vivait la décolonisation de leur territoire d'origine, même s'ils n'étaient plus des fois rattachés à ce territoire-là, mais voilà. Alors, au sein du personnel politique, il y avait, dans l'Union calédonienne des années 50-60, il y avait ce qu'on appelait on appelle encore parfois les Javanais ou les Vietnamiens. Donc eux s'inscrivaient a priori dans ces grilles de lecture-là, mais en même temps, il n'y a pas eu de leader politique émanant de cette communauté qui l'a porté. Ce qui est sûr, c'est que le contentieux colonial en Calédonie revient à raison, enfin c'est pas pour rien, je veux dire, sur le fait, enfin sur un couple, une opposition binaire, disons, entre les anciens colonisés et les anciens colons, entre les Européens et les Kanaks, sauf que il n'y a pas que eux en Calédonie, et que donc la colonisation, c'est à la fois un monde binaire, c'était même juridique, hein, il y avait des citoyens et des indigènes, et en même temps c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a plein d'autres personnes qui rentrent pas tout à fait dans les cases. Et alors donc moi j'ai fait des entretiens avec des vieux Javanais etc. Quand ils racontent leur histoire de famille, c'est des histoires de souffrance terribles, quoi. C'est pas la domination coloniale dans le sens la spoliation foncière, le fait d'être étranger dans son propre pays, comme le disait Tjibaou. C'est un autre type de domination, mais c'est pas pour ça que c'est pas violent, et donc c'est pas pour ça que c'est compréhensible que le Normand et l'Union calédonienne globalement aient utilisé le terme de colonialisme pour décrire ces souffrances-là, quoi. C'est pas étonnant parce que ça fait un écho. Néanmoins, en Calédonie, en fait, si on veut être un chouïa misérabiliste, un chouïa pathos, quoi, il y a des drames, il y a un drame noir, un drame blanc, un drame javanais. Le truc, c'est que parfois, c'est les uns contre les autres.
Donc ce qu'a essayé l'Union calédonienne à sa manière, avec toutes ces ambiguïtés dont j'ai parlé, c'est de plutôt en faire une somme. Mais d'ailleurs, quelque part, on le retrouve aussi beaucoup au sein du mouvement indépendantiste kanak, parce que dès Nainville-les-Roches, on a évoqué les victimes de l'histoire, et en gros, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est aussi caricatural ce que je dis, et j'en suis désolé, parce que très rapidement, le mouvement indépendantiste kanak a ouvert la possibilité à ceux qu'ils ont appelés les autres exploités de les rejoindre au sein d'un projet de société commun. Ce qui explique aussi que le mouvement indépendantiste kanak, en fait, rapidement, et dans les années 80, quand il y a eu le projet de constitution de Kanaki de 1987, où l'idée c'était de dire être kanak, ça va être une nationalité. Et donc on peut être kanak, c'est pas une question ethnique, c'est une question nationale et politique. Et tous les gens qui s'engagent dans le projet d'indépendance pourront être les citoyens de Kanaki seront des Kanaks, mais ça ne se réduit pas en soi au peuple autochtone. Donc il y a eu à l'époque de l'UC, à l'époque indépendantiste, etc., plusieurs propositions pour associer les gens et pour faire en sorte que ces histoires de souffrance qui ont eu lieu à une époque coloniale, celles des colonisés dont on a pris la terre et qu'on a réduit au statut indigène, comme ceux des indigènes des autres colonies qu'on a amenés et qu'on a réduit au statut de quasi-esclaves, en gros, et comme à certains égards ceux qui ont vécu le bagne, où c'était le bagne, c'était le bagne, quoi, c'était vraiment des souffrances terribles, pour que tous ces gens-là, en fait, s'unissent et mettent en commun, se rassemblent dans un projet commun. La vraie difficulté, c'est qu'il y a certains épisodes et certaines configurations de l'époque coloniale où certains sont des exploiteurs et certains sont des exploités. Et le système colonial le construisait comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, le système justement de l'engagement des Javanais et des Indochinois était un système juridique tel qui permettait tous les abus. Et que quand ces gens-là étaient affectés à des tâches de domesticité chez des colons, bien souvent, il y avait des possibilités d'abus, parce qu'il n'y avait pas un cadre juridique qui protégeait les gens. Donc c'est difficile aussi de parler de l'héritage colonial et de la décolonisation quand on parle des moments où les gens se sont fait face ou se sont affrontés. Je ne réponds pas du tout à votre question, mais désolé. Bonsoir, Monsieur Trépied, et bonsoir à tous. Merci pour l'éclairage que vous avez apporté sur les mots colonisation, colonialiste, colonie, tout ce qui est en rapport avec ce phénomène de la colonisation. Et vous avez rappelé également tout à l'heure que 1946, si j'ai bien compris, c'est la première porte de sortie du statut formel de colonie. Et est-ce que vous pensez, vous savez, j'étais en train de penser à quoi là tout de suite? J'étais en train de penser à la remise, il n'y a pas longtemps, par Monsieur le Président de la République, des actes de possession qui ont eu lieu en 1853. C'est une date importante parce qu'elle signifie, en tous les cas pour moi, une entrée par la porte, par ce phénomène, on va dire, colonial. Est-ce que vous pensez-vous, Monsieur Trépied, que, on va dire, cette remise, il n'a pas parlé de restitution d'ailleurs, il a parlé de remise, cette remise des actes de possession, parce que beaucoup se sont interrogés. Vous savez, nous, la plupart, vous, pour la plupart des Européens, la grande majorité, vous connaissez l'essence des mots que vous utilisez. J'entends sourire. Alors, j'étais en train de poser la question, enfin, j'espère que vous allez y répondre. Est-ce que vous pensez que c'est au référendum de sortie? Voilà, sortie. Une autre porte de sortie avec les autres référendums, je parle celui de 2018, il va enfin, on va dire, éradiquer. Parce que tout à l'heure, vous avez dit un mot de schizophrénie.
Alors, voilà, nous, on veut l'indépendance. Je parle du peuple premier, mais on veut rester, on va dire, dans la France. Alors, on ne sait pas ce qu'on veut, c'est ça. Donc, on est des schizophrènes. Et alors, est-ce que cette initiative qui a été prise par le président de la République va permettre d'éradiquer enfin, on va dire, ce mot-là, là, parce que, voilà, c'est une maladie voilà, qui perdure, et nous en sommes tous affectés. Voilà, c'était simplement un sentiment que je voulais partager. Merci. Alors je vais vous dire ce qui va se passer au référendum. Non, c'est pas vrai. Non. Et ce que j'ai fait ça tout à l'heure parce que non, les Européens des fois utilisent des mots dont ils savent pas vraiment la signification, ils savent pas vraiment pourquoi ils les utilisent. Moi le premier. Hein. Donc honnêtement, j'ai suivi de très 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 loin cette affaire de Macron qui a donné les actes qui a restitué les actes de prise de possession. C'est un acte symbolique fort. C'est pas le premier des actes symboliques forts, et les symboles ont beaucoup d'importance. En même temps, ça change pas toujours le quotidien des gens, les symboles. Donc je suis pas sûr que le fait que Macron ait restitué les actes de la prise de possession, ça ait que le lendemain vous soyez senti plus décolonisé qu'avant. Parce que, encore une fois, c'est aussi un phénomène social qui reste. Voilà. Mais bon, je dis ça, c'est des symboles. Les drapeaux, c'est la même chose. Les noms, c'est la même chose. Et en même temps, les symboles sont hyper importants et on se bat pour les symboles et on s'entretue pour des symboles aussi. Donc, voilà une réponse de Sioux. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Mais merci beaucoup pour la remarque. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Trépied. Par ici. Là. Merci pour votre intervention. Merci pour ce que vous publiez aussi sur Academia. Intéressant. Donc, merci pour ça. Là, moi, si vous voulez, je voudrais intervenir par rapport à... je m'attendais à un côté un peu plus... Enfin, je m'adresse aux sociologues, là, pour le coup. On parle de qu'est-ce que la décolonisation. D'accord ? Donc là, vous nous présentez un petit peu les différentes façons de décoloniser par rapport au fait que pour Césaire, ça suffisait d'être reconnu en tant que Français, mais à part entière. Là, pour Lucé, une certaine autonomie, d'accord ? Et au final, l'indépendance. Donc, ça soulève un petit peu peut-être la relation et le rapport qu'a le résidu, c'est-à-dire le résultat d'une population colonisée, à savoir, là, on peut mélanger les victimes de l'histoire, comme on les appelle ici, c'est-à-dire les colons installés pour la colonie de peuplement, et les autochtones. D'accord ? Donc ça a quand même créé un résidu, et c'est le rapport qu'a ce résidu avec le colonisateur en présence. Je ne sais pas si j'arrive à être clair. Et si vous voulez, c'est les différentes étapes pour cette décolonisation. Là, par exemple, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est les transferts de compétences, par exemple. Au fur et à mesure, on transfère des compétences et on dit, voilà, là, dans un premier temps, vous êtes aujourd'hui comme ça, vous pouvez ne prétendre qu'à être reconnu français à part entière, parce que on a conscience qu'on ne peut pas forcément être compétent sur tout. Au fur et à mesure qu'on acquiert des compétences, on peut devenir autonome. Et ensuite, au final, indépendant. Et c'est peut-être là ce que Lucé a voulu faire. C'est peut-être là ce que Lucé a voulu mettre en place au début. Ils se sont dit, au départ, on va essayer de récupérer quelques compétences pour déjà être autonome, tout doucement. Et au final, in fine, si tout se passe bien, on pourra peut-être prétendre à une indépendance. Donc, évoluer et puis voir toutes les opportunités que la décolonisation, pour le coup, là, nous propose dans ce processus particulier. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais le processus engagé en Calédonie, il est quand même bien spécifique à la Calédonie. On le retrouve nulle part ailleurs. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, mais
C'est sur ce point-là que j'aurais voulu quand même. Bon, on n'a pas forcément le temps pour rentrer en détail, mais voilà. Non, mais j'ai pris soin j'ai voulu clairement le périmètre de l'exposé, c'était de revenir sur ces années 50 pour essayer d'éclairer la façon dont ils utilisaient ces termes-là. Après, c'est libre à chacun d'en faire ce que vous voulez, de les conjuguer au présent ou pas du tout, parce que c'était un autre débat, un autre contexte, etc. Mais effectivement, je ne me suis pas penché sur le processus actuel dans ce qu'il a d'unique, ses enjeux, ce que ça soulève. Il y aurait évidemment énormément à dire. Moi, je pense simplement qu'il ne faut pas perdre de vue que du point de vue notamment kanak, un des grands contre-exemples, une des grandes peurs qui a été une des grandes craintes exprimées par le mouvement indépendantiste kanak lorsqu'ils ont négocié les accords, c'est on ne veut pas finir comme les aborigènes d'Australie. Et l'Australie est indépendante. Donc, on veut l'indépendance, mais on ne veut pas une indépendance blanche. Et donc, à partir de là, on est obligé de caractériser l'indépendance, en fait. On ne peut pas dire uniquement on veut un État-nation, parce que tout l'enjeu, c'est où on veut un État, parce que qui va être aux commandes de cet État, et qui ne va pas être aux commandes de cet État, et qui va passer le balai à la fin, quoi. Et donc, c'est pour ça que la question, elle est toujours plus compliquée que ça, et que les transferts de compétences et les relations entre la Nouvelle-Calédonie et la France, moi je suis convaincu d'une chose, c'est que ça ne résume pas la problématique coloniale de la Nouvelle-Calédonie. C'est que je pense que c'est à l'intérieur même de la société calédonienne que la question se pose. Toujours, quoi. C'est intéressant quand vous parliez de la République de Kanaki, etc., par rapport à ce que De Clercq pouvait dire, de tous se reconnaître en tant que Kanak. Et quand vous parlez le problème au sein de la société calédonienne, c'est ça, parce que je ne sais pas si on peut prendre un exemple flagrant, par exemple aujourd'hui à Tahiti, c'est un truc tout bête, mais des métropolitains qui se sont installés depuis longtemps, etc., n'ont pas de mal à se revendiquer tahitien, à se dire ben, je suis tahitien, d'adoption, etc. Sauf qu'aujourd'hui, personne, dans la même situation, pourrait se dire ben, je me sens kanak. C'est parce qu'on a vraiment stéréotypé le kanak au mélanésien, chose qu'il y a quelques années, ils avaient vraiment l'ambition de regrouper, comme vous disiez, toutes les ethnies, toutes les personnes du Caillou sous ce nom-là. Donc c'est particulier. Hein. Mais c'est le même truc avec le mot calédonien, en fait, quand on y réfléchit bien, parce que calédonien, tantôt ça désigne tous les habitants de la Nouvelle-Calédonie, mais tantôt, en même temps, en général, quand on dit lui c'est un calédonien, ça dépend où on le dit, en fait. Hein. Comment on le dit ? Si on dit lui c'est un calédonien, c'est celui-là. C'est une petite boutade. Hein. Mais quand on est à Paris, par exemple, quand on dit ça, c'est des Calédoniens, ça peut être toutes sortes de Calédoniens. Ça peut être des Kanaks, des Javanais, des Caldoches, etc. Mais en même temps, le terme, et notamment en Calédonie, il est il est hyper ambigu, ce terme-là. Un peu comme aurait pu l'être, et comme ça a été évoqué à un moment, le terme Kanak, et puis finalement, ça s'est replié uniquement sur le groupe ethnique. Mais calédonien, tantôt c'est utilisé comme un terme ethnique, plus ou moins synonyme d'un mot qui n'est pas bien accepté, qui est controversé, qui est celui de Caldoche. Tantôt ça signifie tous les habitants de la Calédonie. Tantôt ça signifie des gens un peu métissés. Donc c'est aussi un mot qui a plusieurs significations. Et pour continuer à ce sujet-là, c'est quand même assez marquant que... à l'issue du processus de l'accord de Nouméa, les gens de ce pays n'aient pas réussi à trouver le nom du pays, quoi. Mais c'est ça, parce que le nom du pays, c'est les noms de ses habitants. Donc, à défaut d'autre chose, on reste sur Nouvelle-Calédonie et calédonien, mais c'est assez... Et donc, je pense que le mot calédonien, c'est exactement ce que vous évoquiez là pour ce qui a pu être à un moment le mot kanak, qui n'est plus. Mais le mot calédonien reste un mot très ambigu. Merci. Maître conférencier que je ne connais pas.
En plus, je suis tout nouveau sur ce territoire, depuis 3 mois seulement. Donc il a fallu que je fasse 3 tours de la cité pour pouvoir trouver la rentrée au centre de Chibaou. Mais il me semble que je connais un petit peu la Calédonie, puisque j'ai fait mes études en Nouvelle-Calédonie. Et dans les années 66 à 72, et dans les années 73-74, j'ai travaillé au tribunal de Nouméa comme greffier avant de rentrer à Wallis. Maintenant, je suis revenu à Nouméa pour pouvoir mettre mes petits-enfants à l'université. J'ai été formé au séminaire de Païta et la question d'injustice était le mot-clé de tout séminariste. Il fallait défendre les plus petits par rapport aux plus forts. Donc, moi, j'avais plus ou moins aussi des idées, plus ou moins, je ne pense pas que ce soit l'indépendance, mais à l'époque, la justice. Et depuis, il y a eu l'accord de Matignon, ensuite l'accord de Nouméa, maintenant il y a des référendums. Arrivé ici comme observateur, parce qu'en fait, on n'est même pas sur la liste du référendum, je pense que comment vous allez continuer à faire venir des échéances? Est-ce qu'à force d'aller aux urnes, les peuples kanaks acceptent une indépendance calédonienne, ou plutôt arrêter les échéances politiques et de dire aujourd'hui, le peuple kanak ne peut plus devenir indépendance kanak. Moi, je pourrais dire que je pourrais voter demain l'indépendance, si c'était mon cas personnel. Mais j'ai une grosse communauté en Nouvelle-Calédonie. Voilà, c'est Futuna. Donc, il y a une certaine inquiétude. Mais l'indépendance kanak, il y a 50 ans, j'aurais voté une indépendance kanak. Mais aujourd'hui, dans les années 2018, il n'y a plus que des Kanaks. Je ne parle pas de la communauté européenne, mais il y a d'autres communautés océaniennes. Où est notre place? Moi, je suis sûr qu'à l'avenir, si vous acceptiez une indépendance calédonienne, toutes les ethnies, que ce soit polynésiennes, wallisiennes, futuniennes, nous voterons l'indépendance. Mais aujourd'hui, on ne sait pas où nous en sommes. Quelque chose que je vois aujourd'hui, il y a quelques années, dans les années 2000, quand je venais à Nouméa, je n'ai plus trouvé des jeunes sur la route, des attroupements où il y a l'alcool. Et je me suis dit, le réveil kanak a peut-être fait quelque chose de bien pour son peuple. C'est-à-dire qu'il a réussi à un moment de dire aux jeunes kanaks d'arrêter la délinquance, d'arrêter l'alcool, d'arrêter la drogue, le cannabis. Mais aujourd'hui, j'arrive à Nouméa, et quand je vois les problèmes aujourd'hui au niveau de la délinquance, j'ai une question à poser aux Calédoniens et surtout à la communauté kanak. Puisqu'on parle beaucoup de décolonisation, de grands mots. Parce qu'en fait, colonisation, ça veut dire quoi? Il y a eu quand même des côtés négatifs, mais il y a eu beaucoup aussi de positifs. Je parle surtout au niveau des missionnaires, que ce soit catholique ou protestant. La Calédonie a été poussée à l'avant. La communauté kanak a été
protégée ou a été soutenue par les missionnaires. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être qu'on soit sûr de l'indépendance de la Calédonie dans les années qui viennent. Je suis pour l'indépendance, mais je demande à la communauté kanak d'accepter, de nous accepter. Parce que nous, on a été toujours acceptés par la Calédonie. Le monde océanien, on a accepté. On allait sur des autres îles. On nous donnait un terrain. C'était comme ça la vie. Aujourd'hui, je demande aux Kanaks, acceptons-nous. Nous travaillerons avec vous. Mais je demande aussi à ceux qui ont les capitaux, les capitalistes, de faire un effort. Parce que je me considère plus près des Kanaks, plus près de ceux qui détiennent les finances, de faire des efforts pour vivre ensemble. Et je demanderai, moi je vois mal comment la communauté mélanésienne va pouvoir à l'avenir, avec la situation actuelle, la délinquance dans les quartiers, au niveau des squats. Oh mon Dieu, la Calédonie, l'île que je voulais revenir y vivre, parce que j'ai fait le tour du monde, et je trouve que c'est la Calédonie, même au niveau du Pacifique, l'île que j'aime et l'île que j'aimerais bien finir ma vie. Voilà un petit peu, maître conférencier, quelques remarques que j'ai voulu faire, mais ce n'est qu'un observateur. Je ne participe même pas au référendum, aux élections de fin d'année, ni aux provinciales l'année prochaine. Je ne fais qu'observer et faire quelques remarques à ceux qui veulent bien écouter ou comprendre. Merci. Est-ce que tu voulais réagir, Benoît ? Non, merci du témoignage. Moi, je pense que quand on met un terme clé, c'est justice, effectivement. La question de la justice est toujours une question qui se pose aujourd'hui et on peut lutter pour la justice de bien des façons. Enfin, vous voyez, à part dire des banalités comme ça, j'avais pas vraiment d'autres choses à dire. Mais merci pour le témoignage, qui lui était très fort, au contraire, de ce que je dis. Je reprends la parole, 30 petites secondes. Quand on a affaire à ces mots, décolonisation, apprendre à l'indépendance qui vient, justice, etc., c'est vraiment les rapports qu'on peut avoir avec ces mots-là. Et si vous voulez, moi, ce soir, une intervention qui va me manquer, c'est celle du pasteur Ben Omboui, qui, à chaque fois, venait, c'était une soupape, et qui venait nous parler de tolérance, de respect, d'apprécier ce que l'autre a à offrir, et de pouvoir donner sans attendre en retour. Donc là, je pense que ce soir encore, son intervention, elle aurait pu recentrer un petit peu les choses et puis exprimer pleinement et refléter c'est vrai, il y a de la délinquance, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais à côté de ça, il y a quand même de l'espoir à avoir et il y a quelque chose de bien qui se fait aussi. Il y a des choses qui bougent et il faut être optimiste. Donc dans toutes ces questions-là, de toute façon, quoi qu'il arrive, ceux qui sont ici chez eux, ben, ils ne bougeront pas. Hein. L'indépendance ou non, c'est les Calédoniens qui vont la donner ou non. Et on fera avec, hein, au mieux. Donc voilà. Merci. Je connaissais bien Pasteur Ben. Donc j'étais très, très touché par le drame récent. Et si on pouvait dédier ce moment à sa mémoire, ce serait parfait, parce qu'effectivement, il aurait certainement eu un mot. Et il a beaucoup compté dans mon chemin personnel avec la Calédonie. Donc, merci d'évoquer sa mémoire. Bonjour, bonsoir. En fait, j'ai une question sur... parce que ce qui se passe en Calédonie, notamment du point de vue du corps électoral, par exemple. Donc, vous parliez de la
différence entre... je vais m'égarer, je vais dire des bêtises. Dans la mesure où on est encore finalement... Dans la mesure où... Ici, on a quand même 3 corps électoraux. Est-ce qu'il y a eu d'autres endroits, d'autres colonies, justement, où ça s'est produit comme ça ? Alors le débat sur le collège unique que j'ai évoqué tout à l'heure, finalement en Calédonie, le collège unique a été imposé, ce qui a fait qu'il y a eu un seul corps électoral, alors que par exemple en Algérie, on a fait un collège séparé, et que parce qu'en Algérie, les Algériens étaient très largement, ceux qu'on appelait à l'époque les Français musulmans d'Algérie, étaient très largement majoritaires dans le pays. Donc pour éviter qu'ils prennent le pouvoir, on a fait un collège séparé. Après, je peux pas je crois pas qu'il y ait eu des cas similaires, mais je n'en sais rien. Je suis pas du tout. Je m'avance pas du tout sur ça. En revanche, moi, j'ai souvent pensé quand même à un phénomène, donc c'est pas tout à fait la même chose, hein, mais il y a certains pays aujourd'hui où la population nationale est minoritaire. Par exemple, aux Émirats Arabes Unis, à Dubaï, là. Les nationaux, c'est 3 pelés de tondus, si je puis dire. C'est pas très heureux de dire ça, parce qu'en général, ils sont pas très tondus. Mais c'est pas du tout ça que je voulais dire, évidemment. Mais en revanche... Ça y est, ça dérape. Non, pas du tout. Non, excusez-moi, je retire complètement. Ils sont très peu, et il y a la majorité de la population, ce sont des domestiques étrangers. Voilà, la majorité de la population. Et ça pose question quand même sur qu'est-ce que c'est un pays dans lequel les nationaux sont une minorité. Et moi, je me suis souvent dit à terme, quoi, ou dans X années, si rien ne change en Calédonie, comment on peut envisager un pays où il y a une grande partie de la population qui n'est pas... non, c'est pas dans le cadre de la Calédonie que je veux dire ça, mais plutôt c'est des situations très particulières, quoi. Ce genre de situation, comme c'est le cas aux Émirats Arabes Unis, et à certains égards, ça évoque certaines anciennes situations coloniales, en gros, où les citoyens étaient minoritaires à l'intérieur d'une colonie, quoi. C'est-à-dire ceux qui avaient le pouvoir politique étaient une toute petite minorité dans un océan de gens dépourvus, quoi. Et donc je sais pas vraiment pourquoi je vous raconte ça. Il est un peu tard, je pense. Je suis en train de perdre le fil. En tout cas, je connais pas de cas similaires à la Calédonie. Mais la Calédonie est unique. C'est merveilleux ce que tu dis, Benoît. Heureusement qu'elle est unique. Sinon, on aurait mal à la tête. Bon, je crois qu'on va abréger tes souffrances.